John Cooper n'avait pas pleuré depuis le jour où ils avaient enterré sa fille. Ce n'était pas un homme qui pleurait. C'était un homme qui travaillait, endurait et continuait d'avancer. C'était tout ce qu'il savait faire. Mais le matin où il est entré dans cette grange, il a trouvé une petite fille. Elle était recroquevillée derrière les bottes de foin. Elle serrait 3 œufs volés contre sa poitrine, comme s'ils étaient les choses les plus précieuses au monde. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en lui. Une chose qu'il ne savait même plus exister. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, suivez chaque partie jusqu'à la fin et écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où l'histoire de cette petite fille voyagera. L'été de 1883 s'est abattu durement sur le bassin de Clearwater, dans le Wyoming. Le genre de dureté qui ne demandait pas la permission. Les ruisseaux étaient à sec, l'herbe était devenue cassante. Et chaque jour, à midi, le ciel prenait la couleur du vieux laiton. Les éleveurs qui avaient survécu aux blizzards, aux inondations et à la fièvre du bétail regardaient ce ciel. Ils secouaient la tête comme des hommes lisant une mauvaise nouvelle dans une lettre inattendue. John Cooper avait arrêté de lire des lettres il y a 3 ans. Il avait arrêté de lire la plupart des choses, pour être honnête avec lui-même. Il faisait ce qui devait être fait. Il nourrissait les chevaux, réparait la clôture, transportait de l'eau quand le puits était lent. Et quand la journée était finie, il s'asseyait sur le porche, sans ses bottes, et regardait la nuit tomber. C'était sa vie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était de la sienne et il avait fait une paix tranquille avec elle. Il avait 41 ans. Il en paraissait 50. Ses mains étaient celles d'un homme qui n'avait jamais connu un seul jour de repos. Elles étaient larges, couvertes de cicatrices et perpétuellement rêches, peu importe ses efforts. Son visage était buriné, réduit à l'essentiel. Une mâchoire, un front et 2 yeux gris qui ne laissaient rien paraître. Il ne s'était pas rasé depuis une semaine. Il n'avait aucune raison de le faire. Le ranch Cooper s'étendait sur 240 acres d'herbe et de roches rouges. Il se trouvait à environ 6 miles à l'est de la ville de Drywater. C'était la terre de son père et du père de son père avant lui. La maison était solide mais simple. La grange était plus grande que la maison, ce qui en disait long sur les priorités des hommes qui l'avaient construite. Il a entendu le bruit juste après 4 heures du matin. Il avait toujours eu le sommeil léger. Sa femme, Margaret, le taquinait souvent à ce sujet. Elle disait qu'il dormait comme un homme qui s'attendait à des ennuis, un œil toujours entrouvert. Elle n'avait pas tort. Il était assis avant même que le son ne soit pleinement enregistré. Ses bottes étaient déjà à moitié enfilées. La vieille Winchester était décrochée du mur avant même qu'il n'ait décidé de la prendre. Quelque chose dans la grange. Il a traversé la cour dans le noir, sans lanterne. Il connaissait cette terre comme son propre visage. Chaque planche, chaque creux dans la terre, chaque endroit où le poteau de clôture penchait un peu vers la gauche. Il se déplaçait en silence et rapidement. Il a contourné la porte de la grange et l'a ouverte doucement, le canon du fusil en avant. À l'intérieur, une lanterne était faiblement allumée. Il n'avait pas laissé de lanterne allumée. Il est entré. Elle était derrière la 3e botte de foin. Il a failli ne pas la voir. Elle s'était plaquée contre le mur de la grange, les genoux repliés. Elle était si petite et si immobile que pendant une demi-seconde, son cerveau ne l'a pas identifiée comme une personne. Puis elle a bougé, juste ses mains, serrant quelque chose contre sa poitrine. Des œufs, 3 œufs bruns. Ils étaient blottis contre le devant d'une robe qui avait connu des jours meilleurs. De bien meilleurs jours. John a levé le fusil. C'était un réflexe, pur et simple. La fille l'a regardé, elle n'a pas crié, elle n'a pas couru. Elle l'a juste regardé avec ce genre de regard qu'on n'oublie pas. Des yeux gris foncés, immenses, et d'une fatigue profonde jusqu'à l'os. Le regard de quelqu'un qui a été pourchassé trop durement, trop longtemps, et qui a cessé d'attendre la pitié. Sa lèvre était fendue. Le côté gauche de son visage portait un bleu qui virait au jaune vert sur les bords. Cela signifiait qu'il datait de quelques jours, et que ce n'était pas le premier. Elle avait peut-être 10 ans, peut-être 11. Elle était petite pour son âge, quel qu'il soit. Pendant un long moment, aucun d'eux n'a bougé. Puis elle a dit, d'une voix si basse qu'il a failli ne pas l'entendre. « S'il vous plaît, ne tirez pas, monsieur. J'ai juste faim. » John Cooper est resté là, le fusil à la main, à regarder cet enfant. Il a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'aurait pas pu nommer et n'aurait pas essayé de le faire. Il a baissé son arme.
Depuis combien de temps es-tu ici? A-t-il demandé. 2 nuits. Elle ne le quittait pas des yeux. Elle n'a pas non plus tressailli. Elle tenait ses œufs comme si elle préférait mourir plutôt que de les lâcher. Tu dors dans le foin? Oui, monsieur. Tu bois dans l'abreuvoir? Une pause. Oui, monsieur. Il a expiré lentement par le nez. Il a posé la Winchester contre le mur, le canon vers le haut, loin d'eux deux. Puis il s'est accroupi à son niveau. Il avait appris il y a longtemps qu'on ne domine pas un animal effrayé si on veut qu'il vous fasse confiance. Ces œufs sont à toi, a-t-il dit. Non, monsieur. Elle a baissé les yeux vers eux. Mais j'allais remettre les coquilles pour que vous sachiez combien j'en avais pris. Il a failli dire quelque chose. Il s'est retenu. Tu as un nom? Emma. Emma, comment? Elle a hésité juste assez longtemps pour qu'il le remarque. Greenfield. D'où viens-tu, Emma? Greenfield. Une autre pause, celle-ci plus longue. De nulle part maintenant, a-t-elle dit. Il l'a regardé un instant. Puis il s'est levé et ramassé son fusil, s'est dirigé vers la porte de la grange et l'a poussé plus grand. Il voulait laisser entrer la première lumière grise qui commençait à monter de l'est. Allez, viens, a-t-il dit. Elle n'a pas bougé. J'ai dit, viens, je ne veux pas te tirer dessus. Si j'avais voulu te tirer dessus, je l'aurais déjà fait. Où allons-nous? À l'intérieur, je vais préparer des œufs. Il a fait une pause, puis a ajouté. Tu peux garder ceux-là si tu veux. Les faire cuire aussi si tu préfères. Mais j'en ai une douzaine dans la cuisine, et je n'ai qu'un seul estomac. Alors on pourrait aussi bien remettre les tiens avec les poules. Elle le dévisagea. Il pouvait la voir réfléchir. Le calcul de la confiance qu'un enfant dans sa situation faisait par instinct. Menace, voie de sortie, probabilité de danger. Il avait déjà vu ça. Il l'avait vu chez des chevaux qui avaient été maltraités. Il l'avait vu chez des hommes revenus de choses dont ils ne voulaient pas parler. « Vous n'allez pas m'enfermer, a-t-elle dit. Dans de la cuisine. Nulle part? Non, a-t-il dit. Je ne le ferai pas. Elle a regardé les œufs dans ses mains, puis elle l'a regardé. Puis elle s'est levée. Il a préparé des œufs brouillés, du lard et des biscuits de la veille. Il n'a pas parlé pendant qu'il cuisinait. Elle était assise à table et le regardait, les 2 mains à plate sur la table, comme si elle était prête à se lever et à courir si nécessaire. Et elle a mangé tout ce qu'il a mis devant elle si vite qu'il est retourné en cuisiner plus, sans dire un mot. Quand elle a fini la deuxième assiette, bu 2 verres d'eau et une tasse de café qui lui a fait faire une grimace, mais qu'elle a terminé quand même, il a rempli sa propre tasse et s'est assis en face d'elle. « Très bien, a-t-il dit. Elle l'a regardé. « D'où viens-tu? » Elle a regardé la table. « Emma, je ne suis pas la loi. Je n'ai aucune raison de t'envoyer où que ce soit où tu ne veux pas aller. Mais j'aimerais savoir à quoi j'ai affaire. » Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Dehors, les coqs avaient commencé à chanter. Le ciel devenait rose et orange. La chaleur du jour commençait déjà à se faire sentir à travers la vitre. Il a attendu. Il était doué pour attendre. « Ma maman est morte, a-t-elle finalement dit. L'hiver dernier, de la fièvre. Et ton père? Il est parti avant de ma naissance. Je ne l'ai jamais connu. » John a hoché la tête. Il n'a pas insisté. « Mon oncle m'a recueilli après la mort de maman. »« Oncle Jack. » Elle a prononcé ce nom comme s'il avait un mauvais goût. Il avait une maison à Billings. Il a dit que je pouvais rester si je travaillais. « Quel genre de travail? » Tout. Elle l'a dit platement, sans drame, juste un fait. Cuisiner, nettoyer, transporter de l'eau, raccommoder, nettoyer l'écurie d'avant l'aube à après la tombée de la nuit, tous les jours. Elle a fait une pause. Il buvait. Quand il buvait, il devenait méchant. Ses doigts se sont dirigés vers son visage, ont presque touché le bleu estompé, puis se sont arrêtés. Il est devenu de plus en plus méchant à mesure que je restais. La mâchoire de John s'est crispée. Il a gardé son visage impassible. Il y a 3 semaines, il m'a frappé si fort que je suis tombé contre le poêle. Je me suis brûlé le bras. Elle a retroussé sa manche pour lui montrer, brièvement, une cicatrice pâle à l'intérieur de son avant-bras. Elle était encore rose et nouvelle, puis elle a rabaissé sa manche. Je suis parti cette nuit-là. J'ai pris la nourriture que je pouvais transporter et j'ai commencé à marcher. Où essayais-tu d'aller? Elle l'a regardé alors, et il y avait quelque chose dans ses yeux gris qui était à la fois plus jeune et plus vieux que son âge. Une honnêteté dépouillée de toute douceur. « N'importe où, tant qu'il n'y est pas, a-t-elle dit. »
John Cooper a réfléchi à cela un moment. Quelle distance as-tu parcouru? 60, peut-être 70 miles, je pense. J'ai dormi dans des fossés, mangé ce que je pouvais trouver. Elle a haussé les épaules comme si de rien n'était. Comme si un enfant dormant dans des fossés pendant 3 semaines était simplement quelque chose qui était arrivé et qu'elle avait traversé. Et la voilà. J'ai trouvé votre grange il y a 2 nuits. Le foin était doux et il faisait plus frais que dehors. J'ai pris les œufs parce que je n'avais pas mangé depuis 2 jours. Elle a fait une pause. Je suis désolé de les avoir pris. Ne le sois pas, a-t-il dit. Elle l'a regardé. Ce sont des œufs, a-t-il dit. J'ai des poules qui en pondent tous les matins, que je leur demande ou non. Je ne vais pas reprocher 3 œufs à un enfant qui a faim. Elle est redevenue silencieuse. Il s'est levé et a apporté leurs 2 assiettes à la bassine. Il a actionné la pompe, a fait couler de l'eau dessus et les a mises à sécher. Et pendant tout ce temps, il réfléchissait intensément à quelque chose auquel il n'avait pas pensé depuis longtemps. « Emma, a-t-il dit sans se retourner. « Monsieur, qu'est-ce que tu veux en ce moment, si tu pouvais avoir n'importe quoi? » Elle a pris un moment pour y réfléchir. Il pouvait l'entendre penser. « Un endroit où rester, a-t-elle finalement dit. Un endroit sûr? Je peux travailler. Je ne suis pas paresseuse. Quoi que dise l'oncle Jack, je suis une bonne travailleuse. Je sais cuisiner et nettoyer. Et je sais déjà traire les vaches. Je peux faire tout ce qu'il y a à faire. » Il s'est retourné et l'a regardé. « Je sais que tu peux, a-t-il dit. Ce n'est pas la question. » Il a de nouveau tiré la chaise, s'est rassis et croisé les mains sur la table et l'a regardé droit dans les yeux. « J'ai un ranch à gérer. Je suis seul et il y a plus de travail qu'un seul homme ne devrait en avoir. J'aurais besoin d'aide et je pourrais te payer un logement et une nourriture équitable, ainsi qu'un petit salaire une fois la récolte rentrée. » Ses yeux sont devenus prudents. « Juste le gîte et le couvert pour l'instant, jusqu'à ce que je voie ce que l'été apporte. » Elle a hoché la tête lentement. « C'est juste. Il y a autre chose, a-t-il dit. » Elle a attendu. Il n'avait pas prévu ça. Il n'y avait pas réfléchi. Plus tard, il se demanderait lui-même ce qui l'avait poussé à agir ainsi, ce qui l'avait ému en regardant cet enfant manger des œufs brouillés à sa table, comme si elle n'avait pas mangé depuis une semaine, ce qui était presque le cas. Plus tard, il penserait à Margaret et à leur fille Clara, qui avait 9 ans quand la fièvre l'a emportée. Elle avait des yeux gris comme ceux d'Emma Greenfield, sombres, immenses et honnêtes comme le temps qu'il fait. Mais à ce moment-là, il l'a juste dit. « Tu as 2 choix. Tu peux travailler ici comme employé et je te traiterai équitablement. Tu ne manqueras de rien. Ou bien, il s'est arrêté, s'est éclairci la gorge, ou bien je peux t'emmener en ville le lundi, voir le juge Howlett et commencer les démarches pour te prendre en charge officiellement, comme pupille, comme ma famille, a-t-il dit en la regardant dans les yeux. Comme ma fille, si ce mot a encore un sens pour toi. » Le silence qui a suivi était si complet qu'il pouvait entendre les poules dans la cour. Emma Greenfield le dévisagea. « Vous ne me connaissez pas, a-t-elle dit. Non, en effet. Je pourrais être une source d'ennui. Tu pourrais l'être, a-t-il convenu. Jusqu'à présent, tu n'as volé que 3 œufs et bu dans l'abreuvoir de mes chevaux. J'ai eu de pires invités. » Sa bouche a bougé. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était l'ébauche d'un sourire. Et c'était la première fois qu'il voyait quelque chose de semblable sur son visage. « Pourquoi feriez-vous ça ?» a-t-elle demandé. « Prendre en charge l'enfant d'un étranger. Pourquoi feriez-vous ça pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas? » John Cooper est resté silencieux pendant un long moment. Le matin entrait par la fenêtre en longues bandes dorées et plates, et la chaleur montait. Quelque part dans la cour, un des chevaux faisait du bruit et avait besoin d'attention. Il avait 5 choses à faire avant midi. Il est resté assis. « L'outre, a-t-il dit. Elle s'appelait Clara. Elle avait 9 ans quand elle est morte. Sa mère est partie 6 mois après. » Il a regardé ses mains sur la table. « Ce ranch est silencieux depuis 3 ans. Trop silencieux. Et tu es entré dans ma grange en cherchant quelque chose à quoi t'accrocher. » Il a levé les yeux. « Je crois que je sais ce que ça fait. » Emma l'a regardé pendant un très long moment. Puis elle a dit très doucement, « Je ne sais pas comment vous appeler. »« Je m'appelle John, a-t-il dit. Tu peux m'appeler comme tu le sens. » Elle a hoché la tête, a regardé la table, puis a de nouveau levé les yeux. « Je veux travailler, a-t-elle dit.
Pour l'instant, je veux mériter ma place. Je ne veux pas, elle s'est arrêtée, a recommencé. Je ne veux pas qu'on me donne des choses que je n'ai pas méritées. Mon oncle disait que c'était la seule chose qui gardait une personne honnête. John pensa que Jack, qui qu'il soit, avait fait énormément de dégâts en utilisant cette phrase. D'accord, a-t-il dit. Tu travailles, tu gagnes ta vie, et on prend les choses un jour à la fois. Et l'autre chose, a-t-elle dit. Ce que vous avez dit à propos du juge? Cette offre n'expire pas, a-t-il dit. Elle tient tant que tu le voudras. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a hoché la tête une fois, de manière décisive et nette, comme une personne qui avait pris des décisions difficiles toute sa vie et était devenue efficace pour le faire. D'accord, a-t-elle dit. Merci, Monsieur Cooper. John, a-t-il dit. Elle a presque souri à nouveau. Merci, John. C'était une travailleuse. Il n'en avait pas douté, mais la première matinée l'a prouvé sans l'ombre d'un doute. Il lui a montré les vaches laitières, et elle s'en est occupée sans se plaindre. Elle parlait doucement aux animaux, comme le fait de quelqu'un qui a passé du temps avec le bétail et a appris que la douceur fonctionne mieux que la force. Elle a rempli les 2 seaux sans qu'on le lui demande 2 fois, les a ramenés à la maison et les a placés dans le coin frais, comme il le lui avait dit, sans demander pourquoi. Elle a ramassé les œufs et les a comptés à voix haute, 16, et les a mis dans le panier si soigneusement que c'en était presque douloureux à regarder. Comme si elle connaissait leur valeur d'une manière qui dépassait le simple prix des œufs. Elle a balayé le porche, fendu du petit bois et transporté de l'eau du puits. Et quand il est rentré pour le repas de midi, elle avait commencé une marmite de quelque chose sur le poêle, en utilisant ce qu'elle avait trouvé dans le garde-manger. Et ce n'était pas mauvais. Ce n'était pas bon non plus, mais elle n'avait reçu aucune instruction. Et elle avait fait quelque chose de comestible avec des haricots secs et du lard salé, ce qui était plus que ce qu'il avait réussi à faire certains soirs où ses os étaient trop fatigués pour penser clairement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il dit. « Je sais cuisiner, a-t-elle dit, sans lever les yeux de la marmite. « J'ai juste besoin d'apprendre ce que vous avez et où ça se trouve. » C'est juste. Elle a mangé avec lui à table. Ce premier repas fut principalement silencieux. Pas un silence inconfortable, juste le silence de 2 personnes apprenant à se connaître, leur rythme et leur contour. Il a remarqué qu'elle mangeait plus lentement cette fois, plus prudemment, comme si elle commençait à croire que la nourriture n'allait pas lui être enlevée. Après qu'ils aient mangé et débarrassé, elle laisse retourner travailler. Il s'est tenu à la fenêtre et l'a regardé traverser la cour. Cette petite fille sérieuse dans une robe en lambeaux, se déplaçant avec une détermination que la plupart des hommes adultes qu'il connaissait ne pouvaient égaler. Marchant comme si le sol était quelque chose qu'elle devait mériter à chaque pas. Il a pensé à ce qu'elle lui avait dit sur Jack, sur les 60 mains passées à dormir dans des fossés et à fouiller pour lui échapper. Il a pensé, cet homme est toujours quelque part. Il ne l'a pas dit, pas encore, mais il l'a classé dans la partie de son esprit où il gardait les choses qui auraient de l'importance plus tard. Et il est retourné travailler. 3 jours passèrent, puis 5, puis une semaine. Emma Greenfield s'est installée au Ranch Cooper comme l'eau s'infiltre dans la terre craquelée, silencieusement et plus profondément qu'on ne s'y attendait. Elle a appris les lieux rapidement. Elle a appris où John gardait les outils, comment s'appelait chaque animal, quel poteau de clôture avait un ancrage faible et à quelle heure le vent de l'après-midi changeait généralement. Elle a appris qu'il prenait son café noir, qu'il n'aimait pas parler avant 7 heures du matin et qu'il travaillait mieux quand on le laissait seul, mais ne dédaignait pas la compagnie quand la tâche était simple. Elle était douée avec les chevaux. Plus que douée. La jument Duchesse, qui était craintive de la tête et méfiante depuis que John l'avait achetée, a laissé Emma lui caresser le nez le 3e matin. John n'y était pas parvenu en 4 mois. « Comment as-tu fait ça ?» a-t-il demandé. Emma a haussé les épaules. « Elle a peur » a-t-elle dit. On le voit à la façon dont elle tient ses oreilles. Quelqu'un lui a fait très peur une fois et elle attend que ça se reproduise. Elle a gardé sa main posée doucement sur la mâchoire de la jument. Je lui ai dit que ça n'arriverait pas aujourd'hui. John a regardé le cheval, puis l'enfant. « Ouais, a-t-il dit après un moment. Je suppose que tu sais quelque chose à ce sujet. » Elle n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas non plus retirée. C'est le 9e jour qu'il est allé à Drywater. Il devait acheter des provisions et faire un paiement au magasin d'aliments pour bétail.
Et il avait d'autres choses à faire aussi. Quelque chose dont il n'avait pas parlé à Emma. Il s'est arrêté au bureau du shérif en sortant de la ville. Le shérif Dale Atkins était un homme assez décent. Pas brillant, pas corrompu, juste un homme faisant son travail dans une petite ville difficile où le travail consistait principalement en paperasse et en bagarres occasionnelles le samedi soir. Il connaissait John depuis des années de relations de voisinage et lui a versé une tasse de café sans qu'on le lui demande. John lui a parlé d'Emma. Atkins a écouté sans l'interrompre. Quand John a fini, Atkins a posé sa tasse. Une fille en fougue de Billings, a-t-il dit. Orpheline, l'oncle s'appelle Jack Greenfield. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne m'a pas donné beaucoup plus d'informations sur lui. Atkins est resté silencieux un moment. Tu veux que je me renseigne sur lui? Je veux savoir s'il est le genre d'homme qui cherche ce qu'il a perdu, a dit John, ou le genre qui est content de s'en être débarrassé. Atkins l'a regardé. Et s'il vient chercher? John tenait la tasse de café à deux mains et regardait le mur du fond. J'aimerais le savoir avant qu'il ne se présente à ma porte, a-t-il dit. Atkins a hoché la tête lentement. J'enverrai un télégramme au bureau de Billings pour voir ce qu'ils savent. J'apprécierais. Il est retourné au ranch avec le soleil déjà brûlant et la poussière s'élevant de la route en rideau. Quand il est revenu, Emma était dans le potager. Elle était à genoux dans la terre, arrachant les mauvaises herbes. Elle avait trouvé un vieux chapeau de soleil accroché dans la grange et le portait pour se protéger de la chaleur de l'après-midi. Elle a levé les yeux quand il est arrivé, a levé la main une seule fois et s'est remise au travail. Il a rangé le cheval et contourné la maison et a regardé ce jardin. Plus de travail fait en un après-midi qu'il n'en avait fait en 2 semaines. Il a pensé à Atkins et à un homme nommé Jack Greenfield quelque part à Billings. Il a pensé à ce que cela signifiait qu'un enfant marche 60 miles sous la chaleur de l'été plutôt que de passer une autre nuit sous le toit de cet homme. Il est entré et a commencé à préparer le dîner. Il trouverait une solution pour le reste quand le moment viendrait. Cette nuit-là, après la vaisselle et une fois les lampes baissées, Emma est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Elle portait la vieille chemise et le pantalon raccourci dans lesquels elle dormait. Il les avait trouvés dans la vieille malle de Clara et les lui avait offerts sans explication, et elle les avait pris sans poser de questions. Et elle a dit, « Je peux vous demander quelque chose? Vas-y. Pourquoi êtes-vous revenu avec ce regard? » Il s'est tourné pour la regarder. Quel regard? Comme si vous portiez quelque chose de lourd. Il est resté silencieux un moment. Il a pensé à mentir. Il a pensé à lui dire que ce n'était rien. Juste une longue journée. Juste la chaleur. Je suis allé voir le shérif, a-t-il dit. Son visage s'est figé. Pas pour te dénoncer, a-t-il dit rapidement. Je voulais en savoir plus sur ton oncle. Savoir s'il est le genre d'homme qui viendrait chercher. Elle n'a rien dit. Emma, j'ai besoin de savoir à quoi nous avons affaire. S'il a un droit légal sur toi, je veux le savoir avant qu'il n'arrive, pas après. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Elle est restée silencieuse si longtemps qu'il a cru qu'elle n'allait pas répondre. Il viendra, a-t-elle finalement dit. Il viendra parce qu'il le peut, pas parce qu'il veut que je revienne. Il ne me veut pas. Il veut avoir raison. Il veut être celui qui décide. Elle a regardé le sol. Les hommes comme lui reviennent toujours. Pas pour toi, pour leur fierté. John Cooper se tenait dans sa cuisine dans l'obscurité de juillet. Il pensait au télégramme du shérif en route vers Billings et aux jours ou semaines qu'il faudrait avant qu'une réponse n'arrive. Et il a pensé, quoi qu'il arrive, elle a déjà gagné sa place à cette table. Il ne l'a pas dit à voix haute. Il n'était pas fait pour les discours. Ce qu'il a dit, c'est « Va dormir. Nous devons vérifier la clôture sud demain matin et je veux commencer tôt avant que la chaleur ne s'installe. » Elle l'a regardé, de ses yeux gris, stables et prudents, et tranquillement scrutateur. « D'accord, a-t-elle dit. « D'accord, a-t-il dit. » Elle est allée dans le couloir. Il a entendu la porte de l'ancienne chambre de Clara se fermer doucement. Il est resté seul dans la cuisine un moment. Puis il a baissé la dernière lampe et est allé se coucher. Et pour la première fois en 3 ans, le silence dans la maison ne semblait pas si absolu. La clôture sud était en pire état que ce que John avait prévu. 3 poteaux avaient pourri à la base et toute une section était tombée pendant la nuit. Probablement là où le bétail s'était appuyé dessus à cause de la chaleur.
Il laisse rester là à la regarder, les mains sur les hanches, et a fait le calcul dans sa tête. 2 heures minimum, peut-être 3 si le sol était aussi dur qu'il en avait l'air. Emma tirait déjà le vieux fil de fer avant qu'il ne dise un mot. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il dit. Je sais, a-t-elle dit en continuant de tirer. Elle n'a pas demandé comment planter un poteau de clôture. Elle l'a regardé faire le premier, puis elle a creusé le deuxième trou elle-même. Elle enfonçait la barre de fer dans le sol cuit avec une concentration qui lui a fait penser qu'elle utilisait ce travail pour quelque chose. Pas seulement pour construire une clôture, mais pour brûler ce qui pesait sur sa poitrine depuis la nuit dernière. Il l'a laissé travailler. Il comprenait ça. Ils n'ont pas beaucoup parlé pendant la matinée. La chaleur est montée vite et fort, comme en juillet ici. La sueur a trempé leurs 2 chemises avant 9 heures. Il lui a tendu la gourde d'eau quand il a vu sa mâchoire se crisper. Elle a bu sans s'arrêter, s'est essuyé la bouche et la lui a rendue. « Tu vas t'épuiser, a-t-il dit. Je vais bien, Emma. » Elle s'est arrêtée et l'a regardé. « Je ne vais nulle part, a-t-il dit, et la clôture non plus. Ralentit un peu. » Quelque chose a bougé sur son visage, pas tout à fait du soulagement. Quelque chose de plus compliqué que ça. « Je me suis réveillée en pensant à ce que tu as dit hier soir, a-t-elle dit, à propos du shérif. J'ai compris. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Allez le voir. Je sais. La plupart des gens auraient juste attendu de voir ce qui se passerait, a-t-elle dit. Ils se seraient dit que ce n'était pas leur problème. John a enfoncé le poteau dans le trou et a tassé la terre avec sa botte. « Tu es mon problème, a-t-il dit. Ce n'est pas une insulte. Ça veut dire que tu es mon affaire. Ce qui t'arrive est important sur cette propriété. » Elle laisse rester silencieuse un moment. Le vent a soufflé, chaud et sec, sentant la poussière et l'herbe sèche. « Il va dire que je l'ai volé, a-t-elle dit. Quand il viendra, il dira à qui que ce soit qu'il parle que je me suis enfui avec de l'argent, de la nourriture ou quelque chose qui lui appartenait. Il a toujours une histoire. Il est très doué pour les histoires. « Quel genre d'homme est-il? » a demandé John. « Pas pour juger, pour savoir. » Emma a baissé les yeux sur le fil de fer dans ses mains. Le genre qui sourit aux gens en ville et garde son autre visage pour la maison. Elle l'a dit comme si elle y avait déjà réfléchi, comme si elle avait passé beaucoup de temps à trouver les mots justes pour décrire ce qu'était Jack Greenfield. Il ne m'a jamais frappé là où ça se voyait. Pas au début. Il faisait attention à ça. Les mains de John ont cessé de bouger. Il savait ce qu'il faisait, a-t-elle dit. C'est la partie qui me faisait le plus peur. Ce n'était pas juste de la colère. Il y réfléchissait. Le silence entre eux était lourd. « Emma, a-t-il dit prudemment, quand tu es partie, y avait-il quelqu'un à Billings qui te connaissait? Quelqu'un qui parlerait pour toi si nécessaire? » Elle y a réfléchi. Madame Aldridge, la voisine, elle m'a apporté de la nourriture une fois quand Jack était parti pendant une semaine et m'avait laissé sans rien. Elle savait. La voix d'Emma est devenue plate. Mais elle a 6 enfants à elle et un mari qui boit. Elle ne se lèvera devant personne. John a hoché la tête lentement. Il a pris le tendeur de fil et s'est remis au travail. Mais son esprit suivait d'une autre voix. La voix qui menait à ce qu'Emma venait de lui dire et à ce que cela pourrait signifier quand un télégramme reviendrait de Billings disant que Jack Greenfield était en route vers le sud. Il devait être prêt pour ça. Il ne savait juste pas encore à quoi ressemblait être prêt. C'est Madame Holt qui l'a découvert en premier. Constance Holt tenait le magasin général de Drywater et elle savait tout ce qui se passait dans un rayon de 30 miles dans toutes les directions. Elle le savait avant même que les personnes concernées ne le sachent la moitié du temps. Ce n'était pas une femme malveillante, pas exactement. Elle avait juste un esprit qui traitait l'information comme une rivière traite l'eau, toujours en mouvement, trouvant toujours un endroit où aller. John a emmené Emma en ville le vendredi pour lui acheter une robe convenable et des bottes à sa taille. Ce qu'elle portait à son arrivée était irrécupérable. Et les affaires de Clara, bien qu'elles lui aillent assez bien pour le travail, n'étaient pas adaptées pour sortir en public. Emma était devenue silencieuse et rigide dès qu'ils ont tourné dans la rue principale de Drywater. Ses yeux examinaient attentivement chaque visage qu'ils croisaient, et il savait qu'elle cherchait un visage en particulier. « Il n'est pas là », a dit John doucement. « Pas encore. »« Vous n'en savez rien. »« Non, mais le shérif me l'aurait dit. » Elle a accepté cela avec un petit hochement de tête et a marché à côté de lui sans un mot de plus.
Madame Holt était derrière le comptoir quand ils sont entrés, et ses yeux se sont immédiatement posés sur Emma. Le bleu s'était estompé, mais n'avait pas complètement disparu. Et Emma était petite, clairement pas d'ici, et clairement avec John Cooper, ce qui était notable en soi. Car John Cooper n'avait emmené personne nulle part depuis 3 ans. Bonjour, John, a dit Madame Holt d'une voix agréable et entièrement alerte. Bonjour, Constance. Emma a besoin d'une robe et de bottes, quelque chose de durable. Bien sûr. Elle a contourné le comptoir et s'est accroupie pour regarder les pieds d'Emma, mesurant avec ses yeux. Emma se tenait très droite et la laissait faire. Nous ne voyons pas beaucoup de jeunes filles seules par ici. Êtes-vous de passage, ma chérie? Où? Elle reste au ranch, a dit John. Madame Holt l'a regardé juste un instant. Puis elle a regardé Emma et a souri. Eh bien, ça alors, on va s'occuper de vous. Ils sont restés dans le magasin 20 minutes. Au moment où ils sont sortis avec un paquet emballé sous le bras d'Emma, John pouvait déjà voir la compréhension se dessiner sur le visage de Madame Holt. Le genre de compréhension qui serait dans 4 conversations avant le coucher du soleil. Il n'aimait pas ça. Il ne pouvait pas l'arrêter. C'était le marché qu'on passait quand on vivait dans une petite ville. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ça se propagerait aussi vite. Ils étaient au magasin d'aliments pour bétail quand Tom Briggs est venu vers lui. Tom Briggs était le genre d'homme qui était toujours un peu dans le chemin. Pas dangereux, pas méchant, juste un homme qui prenait plus de place qu'il n'en méritait. Il gérait une petite exploitation à 3 miles à l'ouest de la propriété de John et avait des opinions sur tout et des informations sur la plupart des choses. J'ai entendu dire que tu avais recueilli une égarée, a dit Tom, s'approchant de John sans y être invité. Ses yeux se sont posés directement sur Emma, qui regardait quelque chose sur l'étagère de l'autre côté de la pièce. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a dit John sans arrêter ce qu'il faisait. C'est une parente? Non. Alors qu'est-ce qu'elle est? John s'est retourné et a regardé Tom Briggs en face, le genre de regard qui portait le message. C'est une enfant qui avait besoin d'un toit, a-t-il dit, et elle en a un. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tom a levé un peu les mains pour apaiser. Calme-toi, John, je suis juste. Je sais ce que tu fais, a dit John, et je te le dis clairement pour que ça ne soit pas déformé en chemin. Emma travaille au Ranch Cooper et elle est sous ma garde. C'est toute l'histoire. Quiconque y ajoute quelque chose invente des choses. Tom l'a regardé un moment, puis il a hoché la tête. C'est juste. Mais c'est juste de la part de Tom, Briggs ne signifiait à peu près rien. Et John le savait. Il est revenu aux côtés d'Emma et a dit doucement, « Prenons ce que nous sommes venus chercher et rentrons. » Elle l'a regardé de côté. Cet homme posait des questions sur moi. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, la version simple. Elle y a réfléchi. Est-ce que ça va suffire? Il a pris le bon de commande sur le comptoir. Ça ne suffit jamais, a-t-il dit. Mais c'est ce que nous avons. Le télégramme de Billings est arrivé le mardi. Atkins a envoyé son adjoint au ranch avec, ce qui a dit quelque chose à John avant même qu'il ne le lise. Dale Atkins n'envoyait son adjoint nulle part à moins qu'il ne pense que l'affaire le justifiait. John a lu le télégramme debout dans la cour pendant qu'Emma était à l'intérieur en train de préparer le repas de midi. Il l'a lu 2 fois pour s'assurer qu'il avait bien compris. Jack Greenfield connu du bureau local. 2 plaintes déposées par des voisins. Aucune poursuivie. A quitté Billings il y a environ 3 semaines. Localisation inconnue. A demandé au bureau de poste de faire suivre son courrier. Destination non précisée. Prudence conseillée. John a plié le télégramme et l'a mis dans la poche de sa chemise. Mauvaise nouvelle? A demandé l'adjoint. C'était un jeune homme, pas plus de 22 ans, et il avait l'air de quelqu'un à qui on avait dit d'attendre une réponse. Ça se pourrait, a dit John. Dis à Dale que je l'ai reçu et que je passerai lui parler cette semaine. L'adjoint a hoché la tête et est reparti. John est resté un moment dans la cour. Localisation inconnue. C'était ça. C'était de la partie qui lui pesait sur l'estomac comme une pierre. Pas que Jack Greenfield arrivait. Il s'y attendait à moitié depuis le moment où Emma avait dit que les hommes comme lui revenaient toujours. Ce qui n'allait pas, c'était de ne pas savoir où il était. Un homme qu'on pouvait localiser était un homme pour lequel on pouvait se préparer. Un homme qui était quelque part entre Billings et ici et qui ne s'était pas manifesté. C'était une toute autre chose. Il est entré. Emma avait préparé un vrai repas. Haricots, pain de maïs et tranches de bœuf salé.
Et elle avait mis la table sans qu'on le lui demande, ce qu'elle faisait toujours maintenant. Elle a levé les yeux quand il est entré et a immédiatement lu quelque chose sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle dit. « Télégramme de Billings. » Il s'est assis, l'a sorti de sa poche et l'a posé sur la table entre eux. Il ne le lui a pas tendu, mais il ne l'a pas caché non plus. Elle l'a lu. Elle l'a lu debout, une main sur le dossier de la chaise, et il a observé son visage pendant qu'elle le faisait. Il l'a vu devenir soigneusement, délibérément immobile. De la manière dont le visage d'une personne devient quand elle a beaucoup d'entraînement à ne pas montrer ce qu'elle ressent. Elle l'a reposé sur la table. « Il arrive, a-t-elle dit. On ne le sait pas avec certitude. »« Je le sais, a-t-elle dit. Il a demandé où j'étais allé. C'est ce que ça veut dire. » Elle s'est assise. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a pris sa fourchette. « D'accord, a-t-elle dit. Il l'a regardé. »« D'accord, je ne vais pas m'effondrer à ce sujet, a-t-elle dit. Je savais qu'il viendrait. Je t'ai dit qu'il viendrait. M'effondrer ne servira à rien. » Elle a mangé une bouchée de haricots. Sa main était parfaitement stable. « Qu'est-ce qu'on fait? » Il l'a étudié de l'autre côté de la table. Cet enfant, cette fille de 10 ans, mangeant son repas de midi d'une main ferme, tout en traitant l'information que l'homme qui lui avait brûlé le bras était quelque part entre ici et Billings et se dirigeait dans sa direction. Il a senti quelque chose dans sa poitrine qui n'était pas tout à fait de la colère et pas tout à fait du chagrin, et qui était probablement les deux. « Je vais parler au juge Howlett, a-t-il dit, à propos des papiers. » Elle a levé les yeux. « Tu as dit que tu voulais d'abord mériter ta place, a-t-il dit. Et tu l'as fait. 2 semaines de travail ici, c'est plus que mérité. Mais si ton oncle arrive dans ce comté avec un droit légal sur toi, et qu'il n'y a rien sur papier qui dit le contraire, la loi devra se ranger du côté du sang. C'est comme ça que ça marche. » Il l'a regardé dans les yeux. « J'aimerais régler ça avant qu'il n'arrive. » Emma est restée silencieuse pendant un long moment. « Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle dit. Les papiers. Ça veut dire que je dépose une requête auprès du tribunal pour devenir ton tuteur légal. Peut-être pour t'adopter si le juge le permet et si tu le veux. Ça veut dire que ton oncle ne peut pas arriver et te prendre sans une bataille juridique. Et il ne gagnera pas une bataille juridique une fois qu'il y aura un dossier de ce qu'il t'a fait. » Elle l'a regardé. « Vous feriez ça? »« Oui. »« Pourquoi? » C'était la même question qu'elle lui avait posée ce premier matin, assise à cette même table avec 2 assiettes vides entre eux. Il lui a donné la même réponse honnête. « Parce que tu mérites mieux que ce que tu as eu, a-t-il dit. Et parce que c'est un bon ranch et qu'il a besoin de quelqu'un qui s'en soucie. Et tu te soucies de tout ce que tu touches, les chevaux, le jardin, ces stupides poules. Tu te soucies de tout ça. » Il a baissé les yeux sur son café. « Et parce que je suis seul dans cette maison depuis 3 ans, et c'est... » Il s'est arrêté. « C'est mieux avec toi ici, c'est tout. » Emma Greenfield a regardé John Cooper de l'autre côté de la table pendant un très, très long moment. « D'accord, a-t-elle finalement dit. « D'accord, je veux que vous déposiez les papiers. » Elle l'a dit clairement et directement. « Je veux que ce soit enregistré. Je veux qu'ils doivent passer par un juge pour m'atteindre. C'est ce que je ferai. » Elle a hoché la tête, puis très doucement. « Merci, John. » Il a hoché la tête en retour. Aucun d'eux n'a dit un mot de plus à ce sujet pendant le reste du repas. Mais quand il s'est levé pour débarrasser les assiettes, Emma s'est levée et les lui a prises des mains sans un mot. Et elle les a lavées elle-même, les a séchées et les a remises dans le placard. Et il a compris que c'était la seule façon qu'elle connaissait pour l'instant de dire ce qu'elle ressentait. Il l'a laissé faire. C'était suffisant. Il est allé voir le juge Howlett le lendemain matin. Oliver Howlett était un homme réfléchi, pas un homme lent, mais un homme qui croyait que la plupart des problèmes s'aggravaient lorsqu'ils étaient traités à la hâte. Il était juge de district depuis 11 ans et il avait vu assez de la nature humaine pendant ce temps pour développer un profond scepticisme envers quiconque voulait que quelque chose soit fait rapidement. Il a écouté John depuis son bureau, les mains croisées et le visage illisible. Et quand John a fini, il est resté silencieux pendant un long moment. « Vous demandez à déposer une demande de tutelle, » a dit Howlett. « Pour commencer avec l'adoption comme objectif final, l'enfant est orpheline. Mère décédée, père inconnu et jamais présent. L'oncle a pris la garde de manière informelle après la mort de la mère. Aucune documentation légale de cet arrangement. » Le sourcil de Howlett s'est légèrement levé. « Aucune documentation. Aucune à ma connaissance.
Emma n'a jamais mentionné de papier signé. Alors techniquement, a dit Howlett lentement, l'oncle n'a pas plus de droit légal sur elle qu'un étranger dans la rue. Un arrangement informel, en particulier un arrangement impliquant un mineur dans une situation abusive, ne constitue pas une tutelle légale. Il a regardé John. Vous comprenez ce que je vous dis? Je commence à comprendre, a dit John. Déposez la requête de tutelle. J'aurai besoin que la fille soit présente et je devrais lui parler directement. Si ce que vous décrivez est exact, les blessures, les conditions, les circonstances de son départ, nous avons des motifs, plus que des motifs. Howlett s'est penché en arrière. L'oncle peut contester, c'est son droit, mais contester dans cette salle d'audience contre ce dossier n'est pas un combat qu'un homme raisonnable voudrait mener. John a pensé à ce qu'Emma avait dit. Il ne vient pas parce qu'il me veut. Il vient parce qu'il le peut, pour sa fierté. Jack Greenfield, John commençait à le comprendre, n'était pas un homme raisonnable. Il va venir, a dit John. Je ne sais pas quand, mais il va se montrer. Alors qu'il vienne, a dit Howlett simplement, qu'il vienne et nous verrons de quoi il est fait. John est reparti avec les papiers pliés dans sa sacoche de sel. Le soleil tombait à l'ouest et le ciel devenait rouge, orange et spectaculaire comme il le faisait ici les soirs clairs. Et il a pensé à Emma dans la maison, probablement en train de commencer le dîner et de parler aux chevaux par la fenêtre comme elle le faisait parfois doucement, juste pour leur tenir compagnie. Il a poussé le cheval un peu plus vite. Il voulait rentrer avant de la nuit. Il est arrivé dans la cour au trot et avait à moitié décellé le cheval quand il a entendu la voix d'Emma. Pas de la maison, de la grange. Et il s'est figé. Elle parlait à quelqu'un. Il s'est précipité vers la porte de la grange et l'a ouverte. Et elle était debout au centre de la grange, les deux mains le long du corps, le menton levé et tout son corps tendu. Et elle n'était pas seule. Il y avait un homme dans la grange avec elle. Il était grand, plus grand que John, tendant vers l'embonpoint mais pas mou, avec un visage brûlé par le soleil et de petits yeux. Et le genre de sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, peu importe sa largeur. Il avait un cheval attaché au poteau et de la poussière de la route partout sur lui. Et il se tenait entre Emma et la porte, se tenant délibérément entre elle et la porte. Il s'est retourné quand John est entré et le sourire s'est élargi. « Eh bien, a dit l'homme, vous devez être le propriétaire du ranch. » Emma n'a pas bougé. Elle n'a pas regardé John. Elle a gardé les yeux sur l'homme en face d'elle, la mâchoire serrée et les mains immobiles. Et elle avait l'air d'une personne qui a décidé, pleinement et finalement, qu'elle n'allait plus montrer sa peur. John est entré et a laissé la porte de la grange se refermer derrière lui. « C'est moi, a-t-il dit, et vous êtes dans ma grange. Voulez-vous me dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivé ici? » Le sourire de l'homme n'a pas faibli. « Je m'appelle Jack Greenfield, a-t-il dit, et je crois que c'est ma nièce que vous gardez. » John Cooper n'a pas bougé de là où il se tenait. Il a pris une respiration, lente et délibérée, et il a regardé Jack Greenfield de la même manière qu'il regardait tout ce qui nécessitait une manipulation prudente. Pleinement, sans scier, sans rien laisser paraître. Il a évalué la taille de l'homme, la position de ses pieds, la façon dont il se positionnait entre Emma et la porte. Il a tout noté et l'a classé. Et puis il a parlé. « Elle n'est pas gardée, a dit John. Elle est employée. Il y a une différence. » Le sourire de Jack a tenu. C'était un sourire bien rodé, large, facile et chaleureux sur les bords. Le genre de sourire qui fonctionnait sur les gens qui n'avaient pas vu ce qu'il y avait en dessous. « Employée, a-t-il répété comme si le mot l'amusait. Elle a 10 ans. 11, a dit Emma. Les deux hommes l'ont regardée. Elle n'avait pas bougé. Ses mains étaient toujours le long de son corps, son menton toujours levé et ses yeux fixés sur Jack avec une sorte de fermeté que John a mis une demi-seconde à reconnaître, car ce n'était pas du calme, c'était du contrôle. Il y avait une différence. Et Emma Greenfield connaissait la différence mieux que quiconque dans cette grange. « 11, a dit Jack en se tournant vers elle, son sourire se recalibrant. « C'est vrai, tu as toujours dû corriger les gens, n'est-ce pas, Em? » Il l'a dit doucement, presque avec tendresse, sur le ton d'un homme jouant l'affection pour un public. « Ne m'appelle pas M, a-t-elle dit. Son sourire n'a pas changé. Ses yeux, si. « Monsieur Greenfield, a dit John, ramenant l'attention de l'homme là où il le voulait. Ma propriété ferme à la tombée de la nuit. Vous pouvez abreuver votre cheval et vous rendre en ville.
L'auberge de Drywater est à environ 6 miles à l'ouest. Ils auront une chambre. Nous pourrons en parler davantage demain par les voies appropriées. Les voies appropriées, a dit Jack. Il l'a dit de la même manière qu'il avait dit employé, comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de toute la semaine. C'est un langage bien formel, mon ami, pour une situation qui est bien simple. Cette fille est de mon sang. Sa mère était ma sœur. Je l'ai recueillie quand elle n'avait personne et elle s'est enfuie dans la nuit. J'étais mort d'inquiétude. Il a regardé Emma en disant « mort d'inquiétude ». Et Emma l'a regardé en retour et John l'a vu faire quelque chose de remarquable. Elle n'a pas tressailli, elle n'a pas détourné le regard. Elle est restée là, à absorber chaque mot et ne lui a rien donné. Pas de colère, pas de larmes, pas la moindre fissure dans son sang-froid. « Vous étiez mort d'inquiétude », a-t-elle dit. « Que c'est pour ça que vous n'êtes pas allé voir le shérif ici. C'est pour ça que vous êtes venu directement à la grange au lieu de frapper à la porte d'entrée. » Quelque chose a bougé derrière les yeux de Jack. Juste un éclair, rapidement dissimulé. « Je ne voulais déranger personne », a-t-il dit. « La grange est à 60 pieds de la maison », a dit Emma. « Vous saviez où je serais. » Le silence qui a suivi était tendu comme un fil de fer. John s'est avancé. Pas vite, pas agressivement, juste délibérément, se plaçant dans l'espace entre Jack et Emma jusqu'à ce que sa position soit claire. « Il se fait tard », a-t-il dit. « Comme je l'ai dit, la ville est à 6 miles à l'ouest. Revenez demain matin et nous en discuterons correctement. Mais ce soir, Emma reste ici. » Les yeux de Jack sont passés d'Emma à John et inversement. Le sourire a finalement disparu. « Vous ne pouvez pas la garder », a-t-il dit. « Elle est à moi par le sang et par le droit. »« C'est à un juge de décider », a dit John. « Et nous pouvons le faire, mais pas ce soir des pots dans ma grange. Alors, vous allez partir maintenant. » Ce n'était pas une question. Ce n'était pas tout à fait une menace. C'était juste un fait énoncé de la voix la plus plate et la plus calme que John possédait. Et quelque chose dans cette voix a communiqué à Jack Greenfield, qui était un homme qui savait lire les situations comme le font les prédateurs, que l'homme en face de lui n'allait pas bouger. Jack l'a regardé pendant un long moment, puis il a regardé Emma. « Ne t'installe pas trop confortablement », lui a-t-il dit, doucement, presque gentiment. « Je serai de retour demain matin. » Il a détaché son cheval du poteau. Il est passé devant John sans le regarder, a franchi la porte de la grange et est sorti dans l'obscurité grandissante. Ils ont écouté le cheval s'éloigner dans la cour. Aucun d'eux n'a parlé jusqu'à ce que le son s'estompe. Puis Emma s'est assise sur une botte de foin. Elle s'est simplement assise, comme si ses jambes avaient décidé que c'en était assez. John s'est assis à côté d'elle. « Ça va ?» a-t-il dit. « Oui. » Une pause. « Non. » Une autre pause. « Je ne sais pas. » C'est honnête. Elle a mis ses mains sur ses genoux et les a regardés. « Il est différent quand il y a quelqu'un d'autre », a-t-elle dit. « Il se surveille, il mesure tout ce qu'il dit. » Elle a levé les yeux. « Avez-vous vu ses yeux quand je l'ai corrigé? Juste une seconde. »« Je l'ai vu. »« C'est le vrai, » a-t-elle dit. « Tout le reste, c'est du spectacle. » John est resté silencieux un moment. « Il t'a trouvé plus vite que je ne le pensais. »« Il cherchait, » a dit Emma. « Il est doué pour chercher. Il a retrouvé un cheval une fois qu'il s'était enfui à 3 comtés d'ici. Ça lui a pris 2 semaines. » Elle l'a dit sans drame. « Il n'abandonne pas. »« Moi non plus, » a dit John. Elle l'a regardé. Quelque chose sur son visage a changé. Pas beaucoup, juste 1 degré ou 2. Comme l'aiguille d'une boussole qui bouge quand elle trouve enfin le nord. « Les papiers, » a-t-elle dit. « Les avez-vous eus du juge? »« J'ai les formulaires. Je dois y retourner avec toi. »« À quelle vitesse pouvons-nous le faire? »« Je t'emmènerai dès demain matin avant que Greenfield ne revienne de la ville. » Elle a hoché la tête, puis elle a dit très doucement, « Il va mentir quand il parlera au juge. Il va dire que je suis instable, que j'ai inventé des choses, que j'étais une enfant difficile qui causait des problèmes et qui s'est enfuie sans raison. » Elle a de nouveau regardé ses mains. Il l'a déjà fait avec d'autres personnes. Il s'en est sorti en parlant. « Il ne s'en sortira pas cette fois, » a dit John. « Vous ne savez pas à quel point il est convaincant, Emma. » Il a attendu qu'elle le regarde. « Il est convaincant, et je suis un homme qui a vécu dans ce comté pendant 41 ans sans une seule plainte contre moi. Le juge Howlett me connaît. Le shérif me connaît.
Tom Briggs me connaît, même s'il parle trop. Il a soutenu son regard. Ton oncle est un étranger ici. Pas moi, ça compte. Elle a soutenu son regard pendant un long moment. Puis elle a expiré, lentement et en tremblant. Et c'était la première fois qu'il la voyait laisser paraître quoi que ce soit depuis que Jack Greenfield était entré dans la grange. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. Va à l'intérieur, a-t-il dit. Prends ton dîner, je dois aller en ville. Sa tête s'est relevée brusquement. Ce soir? Ce soir, je veux qu'Atkins sache que Greenfield est là avant demain matin, et je veux que Howlett soit prévenu que nous arrivons tôt. Elle l'a regardé, la décision dans son attitude, le fait qu'il était déjà en mouvement, déjà 3 pas en avance sur le problème. Et quelque chose a traversé son visage qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais plutôt de la reconnaissance. Comme si elle apprenait en temps réel à quoi ressemblait quelqu'un qui agissait en votre nom sans rien demander en retour. Soyez prudent, a-t-elle dit. Je serai de retour avant minuit. Il s'est levé et a pris son chapeau sur le poteau. Verrouille la porte d'entrée. À quoi sert un verrou contre lui? À rien, a-t-il admis, mais ça veut dire qu'il devrait le casser. Et casser une porte est une chose différente que d'entrer sans y être invité. Ça fait du bruit. Il l'a vu absorber cela, la logique pratique, la vérité que la sécurité n'était parfois pas absolue mais progressive. Chaque petite barrière achetant 1 seconde de plus, un choix de plus. Elle a hoché la tête. Je vais la verrouiller. Dale Atkins n'était pas content d'être réveillé à 9 heures du soir, mais il a eu la décence de ne pas le dire. Il a écouté John à la lueur de la lampe de son bureau, les bras croisés et le visage adoptant cette expression de pesée prudente qu'il avait quand il réfléchissait à quelque chose. Il est venu directement à la grange, a dit Atkins. Il n'a pas frappé à la porte de la maison. Il ne s'est pas annoncé. Il l'a juste trouvé dans la grange et était là quand je suis arrivé. Comment savait-il où elle était? Il ne le savait pas. Il parcourait la propriété en cherchant. John a fait une pause. Il connaissait la disposition d'un ranch en activité. Il savait qu'il fallait commencer par les dépendances. Atkins est resté silencieux. A-t-il dit quelque chose de menaçant? Pas en parole, mais il s'est positionné entre elle et la porte. John l'a regardé fixement. Un homme mort d'inquiétude pour un enfant disparu ne fait pas ça. Atkins a hoché la tête lentement. J'irai à l'auberge demain matin pour lui faire savoir que je l'ai à l'œil. C'est à peu près tout ce que je peux faire légalement jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose. Je sais, je vais voir Howlett à la première heure. John, Atkins s'est penché en avant. Je dois te dire quelque chose qui est revenu dans son 2e télégramme aujourd'hui. J'allais te l'envoyer demain. Il a sorti un papier plié de son tiroir de bureau. Greenfield a plus d'antécédents que ce que le bureau de Billings a d'abord laissé entendre. Il a déjà eu une plainte. Pas d'un voisin, d'un enfant précédent dont il avait la charge. Un garçon du premier mariage de sa femme, pas mieux, hein? La femme est morte. Le garçon a disparu. Greenfield a dit qu'il s'était enfui. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ils ne l'ont jamais retrouvé, a dit John. Ils n'ont pas cherché assez fort, a dit Atkins. C'était il y a 8 ans, dans un autre comté. Rien n'a jamais été déposé officiellement. Mais la famille de la mère du garçon, ses proches, ils ont fait du bruit à ce sujet pendant un certain temps. Il a regardé John. Rien n'a abouti, mais c'est là. John a réfléchi à cela un moment. Il a pensé au bras d'Emma, à l'emplacement prudent du bleu. Il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas de la colère. Il y réfléchissait. Cela peut-il être présenté lors d'une audience? A demandé John. Ce n'est pas une condamnation. Howlett pourrait l'autoriser comme témoignage de moralité, ou non. Atkins a replié le télégramme. Mais je serai là quand il le fera, et je dirai ce que je viens de te dire. John est reparti sous un ciel plein d'étoiles. Il pensait à un garçon d'il y a 8 ans, dont il ne connaissait pas le nom, et il a poussé le cheval fort sur le dernier mile pour rentrer chez lui. Emma était réveillée quand il est revenu. Il pouvait voir la lampe encore allumée à travers la fenêtre de la cuisine. Elle était à table avec une tasse de café froid et un livre ouvert devant elle qu'elle n'avait clairement pas lu. Et quand il a franchi la porte, elle a levé les yeux et la question était sur tout son visage. Atkins sait, a-t-il dit. Howlett, demain, à la première heure. Elle a hoché la tête. Quoi d'autre? Il a pensé au télégramme au garçon. Il l'a regardé,
la fermeté qu'elle s'efforçait de maintenir, la vigilance derrière ses yeux qui ne se fermaient jamais complètement. Et il a pris une décision. Il y a autre chose qu'Atkins a trouvé, a-t-il dit, sur le passé de ton oncle. Il lui a tout raconté. Il lui a raconté simplement, sans adoucir les choses, parce qu'elle avait mérité la vérité et il n'allait pas l'aménager comme si elle était fragile. Elle a écouté sans bouger et quand il a fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Le nom du garçon était Henry, a-t-elle finalement dit. John s'est figé. Tu le connaissais? Je savais qu'il existait. Jack parlait de lui parfois. Il disait qu'il était ingrat. Il disait qu'il s'était enfui la nuit d'une grosse tempête et n'était jamais revenu. Sa voix était très égale. Je l'ai cru au début, avant de comprendre. Elle a regardé la table. Je me demandais souvent ce qu'il était advenu d'Henry la nuit. Je me demandais où il était allé. John n'a pas dit ce qu'il pensait. Il n'en avait pas besoin. Elle y pensait déjà. Il ne va pas s'arrêter, a-t-elle dit. C'est ce que ça veut dire. Il n'abandonne pas et il ne s'arrête pas. Et quand il veut quelque chose, il... Elle s'est arrêtée. Elle a posé ses mains à plat sur la table. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a-t-elle dit. Quelque chose que je ne vous ai pas dit avant. Il a attendu. Ma mère possédait des terres, a dit Emma, avant de mourir. Une petite parcelle d'environ 40 acres près de la rivière, à l'extérieur de Billings. Elle en a hérité de son père. Elle a levé les yeux. Elle me l'a laissé. Il y avait un testament. Elle en a fait un quand elle est tombée malade. J'ai vu le papier. Elle me l'a montré. 40 acres et une petite maison et toutes les économies qu'elle avait à la banque. La mâchoire d'Emma s'est crispée. Jack était son exécuteur testamentaire. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Il contrôle la succession, a dit John lentement. Jusqu'à ce que j'aie 18 ans, a dit Emma. C'est ce que disait le testament. Il la gère jusqu'à mes 18 ans, puis elle me revient. Elle a rencontré les yeux de John. Il ne m'a pas recueilli parce que j'étais de sa famille. Il m'a recueilli parce que tant qu'il a ma garde, il a accès à cette terre, à tout ce qu'elle vaut. Sa voix était parfaitement stable. Si j'ai 18 ans et que je ne suis pas sous sa garde, si quelqu'un d'autre a la tutelle légale, il en perd le contrôle. L'arrangement d'exécuteur est dissous. Le silence qui a suivi était de la chose la plus bruyante de la maison. John Cooper s'est adossé à sa chaise et a laissé tout cela se mettre en place. Chaque pièce du puzzle. La recherche acharnée, la grange, le sourire étudié, le télégramme de Billings sur un garçon nommé Henry qui n'est jamais rentré chez lui. Ce n'était pas la fierté qui avait poussé Jack Greenfield à chevaucher vers le sud. C'était 40 acres et le compte en banque d'une femme décédée. « Emma, a dit John prudemment, sait-il que tu sais ça? » Elle a secoué la tête. « Ma mère m'a montré le testament quand j'avais 8 ans, juste après l'avoir fait. Elle n'a pas dit à Jack qu'elle me l'avait montré. Je n'ai jamais rien dit. » Une pause. J'attendais le bon moment pour dire quelque chose. « Tu viens de le trouver, a-t-il dit. Le juge Howlett est arrivé à son bureau avant 7 heures le lendemain matin et a trouvé John Cooper et Emma Greenfield assis sur le banc devant la porte. Il les a regardés tous les deux, a déverrouillé son bureau et a dit « Entrez ». Il a écouté pendant 40 minutes sans interruption. Emma a parlé clairement et sans fioriture. Les dettes, les blessures, la brûlure sur son bras, la marche de 60 miles, le testament, les 40 acres, le nom de Jack Greenfield. Elle a parlé comme quelqu'un qui avait répété, non pas pour jouer un rôle, mais comme quelqu'un qui avait longuement examiné les faits, seul, s'assurant de les avoir bien en tête, s'assurant d'être prête. Quand elle a fini, Howlett a regardé John. « Vous vous portez garant de tout ce qu'elle a décrit. » « Tout ce dont j'ai été témoin personnellement, a dit John. Le reste, elle me l'a dit elle-même, et je la crois. L'affaire de la succession, a dit Howlett, c'est une question juridique distincte de la tutelle, mais elle est importante. Connaissez-vous le nom de l'avocat qui s'est occupé du testament de votre mère, Emma? Monsieur Apprentice, a-t-elle dit, à Billings. Son nom était sur le papier. Howlett l'a noté. Je vais télégraphier directement à Apprentice. Il a posé son stylo. Je vais déposer la requête de tutelle d'urgence aujourd'hui. Monsieur Cooper, vous serez inscrit comme requérant. Monsieur Greenfield, quand il viendra à mon bureau, ce que je suppose qu'il fera... Il est déjà en ville, a dit John.
Quand il viendra à mon bureau, a répété Howlett, imperturbable, il sera informé qu'une requête est déposée et qu'une date d'audience est fixée. Il pourra retenir les services d'un avocat. Il pourra contester, c'est son droit légal. Howlett a regardé Emma directement. Mais je vais vous dire ceci, jeune femme, ce que vous avez décrit aujourd'hui en ma présence, en détail et sans contradiction, constitue un dossier convaincant. Et l'affaire de la succession, si elle se confirme, lui donne un mobile financier qui change le caractère de cette affaire de manière significative. Emma l'a regardé avec ses yeux gris et a dit « Est-ce que ce sera suffisant? » Howlett a soutenu son regard. « C'est plus que suffisant pour procéder, » a-t-il dit. « Le reste dépend de ce que M. Greenfield apportera dans ma salle d'audience. » Ils étaient de retour dehors sous le soleil du matin quand ils ont entendu des bottes sur le trottoir en bois derrière eux et se sont retournés. Et Jack Greenfield marchait vers eux avec un homme que John ne reconnaissait pas à ses côtés. Un homme en costume de ville et un chapeau qui n'avait pas vu la poussière de la route avec une sacoche en cuir sous le bras. Déjà un avocat. Il était venu en ville et avait trouvé un avocat avant 9 heures du matin. Les yeux de Jack sont passés de John à Emma et se sont posés sur Emma. Le sourire étudié est revenu, facile, chaleureux et entièrement calculé. « Emma, ma chérie, a-t-il dit, tu as l'air en forme. Je suis content que tu sois en sécurité. » Il l'a dit assez fort pour que les deux femmes qui passaient sur le trottoir l'entendent, jouant la comédie pour quiconque prêtait attention. Emma ne lui a pas répondu. Elle n'a pas non plus détourné le regard. « Monsieur Greenfield, a dit John, mon avocat. »« Vous n'avez pas d'avocat, a dit Jack agréablement. »« J'en aurai un d'ici midi, a dit John, et le juge Howlett vous attend. Son bureau est derrière vous. » Le sourire de Jack a tenu, mais quelque chose a changé dans sa posture. Un léger ajustement, un nouveau calcul. Son avocat s'est penché et lui a dit quelque chose à l'oreille. Jack a hoché la tête, toujours souriant. « Alors nous laisserons le juge régler ça, a dit Jack. C'est tout ce que je veux, juste la loi, juste ce qui est juste. » Il a de nouveau regardé Emma. Une petite fille appartient à sa famille, c'est tout ce que c'est. Sa famille a laissé des bleus, a dit John. C'est sorti calmement, c'est sorti platement, sans chaleur, sans drame, juste un fait posé dans l'espace entre eux comme une pierre scellée dans des fondations. Le sourire n'a pas faibli, les yeux sont devenus froids comme en janvier. Ça, a dit Jack doucement, c'est une accusation très grave de la part d'un homme qui la connaît depuis 3 semaines. Ce n'est pas une accusation, se dit Emma, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait un pas en avant, un seul pas. Elle a regardé Jack Greenfield à une pleine lumière du matin, dans une rue publique, avec John Cooper derrière elle et le bureau du juge Howlett à 20 pieds de là. Et elle l'a répété. C'est ce qui s'est passé et je vais le dire devant le juge et je vais le dire devant quiconque a besoin de l'entendre, autant de fois qu'il le faudra. Jack l'a regardé pendant un long moment. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas l'éclair de la grange, quelque chose de plus lent, une réévaluation. Le regard d'un homme qui avait mal calculé le poids de ce à quoi il avait affaire. Il s'est retourné sans un mot de plus et s'est dirigé vers le bureau de Howlett, son avocat 2 pas derrière. John a posé sa main sur l'épaule d'Emma, juste brièvement, juste assez pour dire « Je suis là, tu as bien fait, continue de te tenir droite. » Elle ne s'est pas appuyée sur lui, elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait déjà droite. L'audience a été fixée au jeudi. Cela donnait à Jack Greenfield 4 jours à Drywater. Et 4 jours suffisaient à un homme comme lui pour charmer son monde. John l'a su au moment où Howlett a annoncé la date. Il pouvait voir le calcul se faire derrière les yeux de l'avocat de Jack. 4 jours pour parler aux gens. 4 jours pour construire une version des événements. 4 jours pour être visible, agréable et concerné de toutes les bonnes manières publiques. John est rentré chez lui ce matin-là, avec Emma silencieuse à ses côtés et son esprit tournant à plein régime sur ce qui devait se passer avant jeudi. Il va parler aux gens en ville, a dit Emma avant lui. Oui. Il va leur dire que je suis perturbé, que je mens, que je me suis enfui d'un foyer aimant parce que je suis ingrate et instable. Elle l'a dit sans amertume, juste la reconnaissance plate d'un schéma qu'elle avait déjà vu. Il paiera une tournée au saloon et serrera toutes les mains qu'il pourra trouver. Et d'ici mercredi soir, la moitié de la ville aura pitié de lui.
La moitié de la ville ne vote pas dans la salle d'audience du juge Howlett, a dit John. Mais il parle et les paroles s'infiltrent par les fissures. Elle l'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a réfléchi pendant une minute entière avant de répondre. On ne le combat pas au saloon, a-t-il dit. On le laisse faire son numéro autant qu'il veut. Ce qu'on fait, c'est construire le dossier. Chaque personne qui t'a vu ici, qui a vu comment tu travailles, qui a vu comment tu es. Howlett a dit qu'il accepterait des témoignages de moralité, alors on va en obtenir. Elle a hoché la tête lentement. Qui? Il y a réfléchi. Madame Holt du magasin général qui avait des yeux perçants et une bonne mémoire, et dont la parole avait du poids à Drywater, que les gens l'admettent ou non. Le docteur Greer, qui avait soigné le bras d'Emma la semaine après son arrivée, quand John avait finalement réussi à la convaincre de laisser quelqu'un l'examiner. Il avait noté la cicatrice, son âge, et n'avait rien dit à l'époque, sauf de la nettoyer et de la panser. Il en dirait beaucoup plus dans une salle d'audience si on le lui demandait. Et Atkins, qui avait le deuxième télégramme, celui sur Henry. J'ai quelques personnes en tête, a dit John. Laisse-moi m'en occuper. Il est allé voir Madame Holt en premier, car elle parlait déjà de toute façon, et il valait mieux qu'elle parle dans la bonne direction. Il l'a trouvée en train d'arranger des rouleaux de tissu à l'arrière du magasin, et il est allé droit au but comme il le faisait pour tout. Il lui a parlé de l'audience, de Jack Greenfield, de ce qu'Emma lui avait dit et de ce qui était enregistré. Il n'a pas embelli et n'a pas joué la comédie. Il a juste raconté. Constance Holt a écouté, les mains immobiles sur le tissu et son visage faisant quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Devenant silencieux, prudent, retournant à une comptabilité interne qui lui a pris un moment. « Ce bleu », a-t-elle finalement dit, quand elle est venue avec vous. Je l'ai remarqué. Je sais que vous l'avez remarqué. Je n'ai rien dit parce que je pensais. Elle s'est arrêtée. Je pensais que ce n'était pas mes affaires. C'est vos affaires maintenant, a dit John. Howlett a besoin de gens qui l'ont vue à son arrivée, à quoi elle ressemblait, dans quel état elle était. Madame Holt est restée silencieuse un moment, puis elle s'est redressée et a posé le rouleau de tissu avec un mouvement net et décisif. « Je serai là jeudi », a-t-elle dit. « Vous n'avez pas besoin de me le demander 2 fois. » Le docteur Greer a été plus facile. Il avait déjà consigné ses notes dans son registre. Date de la visite, état de la patiente, nature de la blessure, âge estimé de la plaie. C'était un homme précis, et les hommes précis tenaient des registres précis. John a senti le nœud dans sa poitrine se desserrer un peu quand Greer a posé le registre sur son bureau et a dit « Cette cicatrice avait au minimum 3 semaines quand je l'ai vue, compatible avec une brûlure d'une surface de cuisson. Pas un accident selon mon évaluation professionnelle. L'angle et l'emplacement n'étaient pas corrects pour ça. » Il a regardé John par-dessus ses lunettes. « Je le dirai au tribunal. » Atkins a été celui qui a compliqué les choses. John l'a trouvé au bureau du shérif en fin d'après-midi, et Atkins avait une expression sur le visage que John avait appris à reconnaître comme signifiant que les ennuis étaient déjà là, pas en approche. « L'avocat de Greenfield est venu me voir ce matin, » a dit Atkins. John s'est figé. Qu'est-ce qu'il voulait? Connaître la base de la requête d'urgence. Procéduralement, il avait le droit de demander. Atkins s'est adossé à sa chaise. Je lui ai dit ce que je pouvais lui dire, qu'une requête avait été déposée, qu'il y avait une documentation sur une blessure antérieure, que l'affaire était devant le tribunal. Et le télégramme sur Henry? Atkins a pris un stylo et l'a reposé. Il a aussi posé des questions à ce sujet. Quelqu'un au bureau de Billings a parlé. Il a rencontré les yeux de John. Greenfield sait que nous savons pour le garçon. L'air est devenu tendu. Comment a-t-il réagi? A demandé John. Son avocat a réagi, a dit Atkins. Greenfield était dehors. Mais l'avocat, un homme nommé Hare, vient de Cheyenne. Il n'est pas bon marché. Hare a dit que l'affaire Henry Doyle était réglée il y a 8 ans et que toute tentative de l'introduire comme témoignage de moralité serait contestée au motif qu'elle était non fondée et préjudiciable. Howlett décidera de ça. Oui, mais Hare va se battre avec acharnement. Et si Howlett la juge irrecevable, Atkins a écarté les mains, alors ce que nous avons, c'est la parole d'une fille de 11 ans et d'un propriétaire de ranch qui la connaît depuis 3 semaines contre un parent par le sang avec un statut légal. John a réfléchi à cela. Il y a réfléchi jusqu'à ce que cela prenne la bonne forme dans son esprit.
Et puis il a dit, la succession, les 40 acres, c'est le mobile. Si nous pouvons obtenir qu'Apprentice à Billings confirme le testament et confirme que la tutelle transfère le contrôle de la succession. J'ai télégraphié à Apprentice hier, a dit Atkins. Pas encore de réponse. Il a fait une pause. John Hare a déjà déposé une contre-requête. Il soutient que le départ d'Emma était un abandon volontaire de la garde d'un tuteur légal. Il soutient également que le fait que vous l'ayez recueilli constitue une ingérence dans une affaire juridique familiale. Ingérence. John a prononcé le mot comme s'il avait trouvé quelque chose sous sa botte. Il construit un dossier selon lequel vous avez vu un enfant vulnérable et avez utilisé son travail sous couvert de soins, que la relation est exploiteuse. Le silence qui a suivi était profond. Il va dire ça au tribunal, a dit John. Ce n'était pas une question. Il va le dire devant Howlett. Oui. Atkins l'a regardé fixement. Je te le dis parce que tu dois être prêt. Hare va essayer de faire de toi l'histoire, détourner l'attention de Greenfield et la mettre sur toi. John Cooper s'est levé. Ce n'était pas un homme qui faisait les 100 pas, mais il s'est dirigé vers la fenêtre et est resté là un moment, le dos à la pièce. Et il a pensé à Emma à table, les mains à plat, la mâchoire serrée et la voix parfaitement stable. Je vais le dire devant quiconque a besoin de l'entendre, autant de fois qu'il le faudra. Et il a pensé à ce que cela allait lui coûter d'entrer dans cette salle d'audience jeudi et de voir un homme en costume de ville essayer de démonter tout ce qu'elle avait dit. Elle peut le supporter, a-t-il dit doucement. Plus pour lui-même que pour Atkins. Elle a 11 ans, John. Elle a supporté pire. Il s'est retourné. De quoi as-tu besoin de moi d'ici jeudi? Il n'a pas tout dit à Emma cette nuit-là. Il lui a parlé de Greer et de Madame Holt, du fait qu'Atkins était prêt, du télégramme d'Apprentice. Il a omis la partie sur la contre-requête de Hare. Non pas parce qu'il la ménageait, mais parce qu'il avait besoin d'une nuit de plus pour réfléchir à la manière de la préparer, aux mots à utiliser, à la façon de lui donner ce dont elle avait besoin, sans lui imposer plus de poids qu'elle ne pouvait emporter dans une pièce où elle devait déjà emporter tant. Il aurait dû tout lui dire. Il l'a compris le lendemain matin quand elle est venue au petit déjeuner, le visage composé et les yeux prudents, et a dit « Tom Briggs était près de la clôture hier soir. Il parlait à un homme que je n'ai pas reconnu. » John a posé son café. « Quel homme? » « Vêtements de ville, sac en cuir. » Elle l'a regardé. « Il avait un carnet. » L'homme de Hare, interviewant les voisins, rassemblant toutes les versions des événements qu'il pouvait trouver avant jeudi. « Qu'est-ce que Tom lui a dit? » a demandé John. « Je n'ai pas pu entendre. » Elle a fait une pause. « Tom ne t'aime pas beaucoup, n'est-ce pas? » Ce n'était pas tout à fait une question. John a pensé à Tom Briggs, à l'expression sur son visage au magasin d'aliments pour bétail, à la façon dont les petits hommes dans les petites villes nourrissaient parfois de petites rancunes jusqu'à ce qu'ils aient un endroit où les mettre. « Il ne me déteste pas, » a dit John prudemment. « Il parle, c'est tout. » « Qu'a-t-il à dire qui pourrait nous nuire? » John l'a regardé. Elle l'observait avec ses yeux gris, et il a compris à ce moment-là qu'elle savait déjà qu'il lui avait caché quelque chose. Les enfants qui avaient survécu à ce qu'elle avait survécu développaient une sensibilité à l'information retenue, de la même manière que certaines personnes développent une sensibilité à la météo. Ils le sentaient dans leurs os avant l'arrivée de la tempête. Il lui a tout dit. La contre-requête de Hare, l'argument de l'exploitation, le plan pour faire de John le centre de l'histoire. Elle a écouté sans bouger. Quand il a fini, elle a pris sa fourchette, a mangé une bouchée d'œuf délibérée, l'a mâché, l'a avalé et a dit « Il est intelligent. » Qui Hare? Oncle Jack, en utilisant Hare, elle a posé sa fourchette. Il sait qu'il ne peut pas gagner sur les faits. Il ne peut pas expliquer la brûlure. Il ne peut pas expliquer Henry. Il ne peut pas expliquer pourquoi j'ai marché 60 miles en juillet pour m'éloigner de sa maison. Alors, il change les faits. Il fait en sorte que ça tourne autour de toi. Elle a regardé John fixement. C'est ce qu'il a toujours fait à la maison. Quand il faisait quelque chose de mal, il trouvait un moyen de faire en sorte que ce soit à propos de ce que j'avais fait de mal. Comment je l'avais provoqué, comment j'étais le problème. Elle a fait une pause. Il est très doué pour ça. Il ne s'en sortira pas. Il s'en est déjà sorti avant.
Elle l'a dit sans accusation. Juste comme un fait, juste comme une histoire. Le genre de choses qu'une personne sait dans son corps avant de le savoir dans son esprit. Pas dans la salle d'audience de Howlett, a dit John. Pas avec Atkins assis dans la pièce. Elle l'a regardé, puis elle a dit quelque chose qui l'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait dit en 3 semaines. John, si ça tourne mal, si Howlett se prononce en sa faveur, qu'est-ce qui se passe? Il est resté silencieux pendant un long moment. Ça n'arrivera pas, a-t-il dit. Mais si ça arrive, il l'a regardé dans les yeux. Alors je fais appel, et pendant que je fais appel, tu restes ici, parce qu'il ne t'emmènera pas de cette propriété avec une décision contestée. Et nous nous battrons devant le tribunal suivant et le suivant. Il l'a dit lentement, posément et avec une certitude absolue. Emma, je ne suis pas allé au bureau de Howlett pour mettre mon nom sur une requête légale pour m'arrêter au premier obstacle. Je ne travaille pas comme ça. Elle a soutenu son regard pendant un long moment, puis elle a hoché la tête une fois, proprement. D'accord, a-t-elle dit. D'accord, a-t-il dit. Mercredi est arrivé, et avec lui quelque chose que John n'avait pas anticipé. Les gens ont commencé à se montrer. La première fut Martha Greer, la femme du docteur, qui est venue au ranch en fin de matinée, avec un 4 quarts et l'information qu'elle avait entendu ce qui se passait par son mari. Elle voulait qu'Emma sache qu'elle et Oliver seraient tous les deux dans cette salle d'audience jeudi, et qu'Emma devait garder la tête haute parce que la vérité était la vérité, et que Drywater n'était pas aussi aveugle qu'il y paraissait parfois. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, a regardé Martha Greer et a dit « Merci, madame », d'une voix parfaitement stable. Puis elle s'est excusée. Et John l'a entendue sortir par la porte de derrière. Il l'a trouvée 10 minutes plus tard, assise derrière la grange, les genoux repliés et le visage enfoui dans ses bras. Elle ne faisait aucun bruit, mais ses épaules tremblaient. Il s'est assis à côté d'elle. Il n'a rien dit. Au bout d'un moment, elle a relevé la tête, s'est essuyé le visage avec sa manche et a dit « Je ne savais pas que les gens se faisaient ça. » Faisaient quoi? Se montrer. Elle a regardé le sol. Pour quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Ils se connaissent un peu maintenant, a-t-il dit. 3 semaines, c'est assez de temps pour que les gens se fassent une opinion. Et Drywater se fait généralement la bonne opinion à la fin. Ça prend juste quelques jours. Elle était silencieuse. Je ne savais pas que ça marchait comme ça. Il l'a regardé, la forme spécifique de sa surprise. Ce n'était pas la surprise du cynisme défié, mais la surprise de quelqu'un qui ne l'avait tout simplement jamais vu auparavant. Qui avait vécu dans une maison où l'aide ne venait pas de l'extérieur, où les murs gardaient ce qui était à l'intérieur, où personne n'apportait de 4 quarts. Ça marche comme ça, a-t-il dit, quand les bonnes personnes savent ce qui se passe. 2 autres sont venus dans l'après-midi. Les Henderson de la route voisine, qu'Emma n'avait jamais rencontrés, mais qui connaissaient John depuis 20 ans de voisinage. Ils se sont assis à sa table de cuisine pendant une demi-heure et ont posé à Emma des questions calmes et directes sur le ranch, le travail et ce qu'elle avait appris en 3 semaines. Ils sont partis en disant qu'ils seraient au tribunal. Et puis, en dernier et de la manière la plus inattendue, Constance Holt, qui est arrivée juste avant l'heure du souper avec un morceau de papier à la main. « J'ai parcouru mes registres », a-t-elle dit en entrant sans cérémonie et en s'asseyant à table avec le papier devant elle. « Le jour où vous avez amené Emma pour la robe et les bottes, je l'ai écrit dans mon registre de la même manière que j'écris tout. Date, client, article, observations. » Elle a regardé Emma. « J'ai noté le bleu, j'ai noté la date. J'ai noté que vous étiez avec John Cooper et que vous aviez clairement besoin de fourniture de base. » Elle a tapoté le papier. « Ceci est une copie de cette entrée de registre, signée par moi. Je veux que vous l'ayez. » Emma a regardé le papier pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux vers Madame Holt et a dit « Pourquoi faites-vous ça? » Madame Holt l'a regardé fixement. « Parce que j'ai remarqué ce bleu et je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, a-t-elle dit. Et j'y pense depuis. Alors, c'est moi qui décide que ce sont mes affaires. Mes affaires. » Elle a poussé le papier sur la table. « Vous méritez mieux que des gens qui détournent le regard. » Emma a posé sa main sur le papier. Elle ne l'a pas ramassé tout de suite. Elle a juste posé sa main dessus. « Merci, a-t-elle dit. Jeudi matin est arrivé, gris et frais pour un mois de juillet.
comme si le temple comprenait que quelque chose d'important se passait et avait la décence de le rendre supportable. John a mis sa bonne chemise et ses bottes propres. Il est sorti et a trouvé Emma déjà dans la cuisine, vêtue des nouveaux habits du magasin de Madame Holt. La robe bleu foncé et des bottes convenables, les cheveux peignés, le visage composé et les mains, pour une fois, parfaitement immobiles sur ses genoux. Elle avait l'air très jeune, très sérieuse et complètement sans peur. Et en la regardant, John a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une fierté si vive qu'elle en était presque douloureuse. Prête? A-t-il dit. Oui, a-t-elle dit. Ils sont allés en ville ensemble. La salle d'audience se trouvait à l'arrière du bâtiment du comté. Une pièce simple avec des bancs simples, 2 tables à l'avant et le bureau de Howlett légèrement surélevé. Elle pouvait accueillir peut-être 40 personnes. Quand John et Emma sont entrés à 9h moins 5, elle était presque pleine. Ils ne s'y attendaient pas non plus. Madame Holt était là, les Greer, les Henderson, 2 familles que John reconnaissait du sud du comté, à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. Et assis au fond, silencieux et solide comme un poteau de clôture, Dale Atkins, dans sa bonne veste avec le 2e télégramme de Billings plié dans sa poche de poitrine. Jack Greenfield était à la table de gauche avec Hare. Il était bien habillé, costume propre, bon chapeau mis de côté, l'image d'un homme respectable. Il a regardé Emma quand elle est entrée et a laissé l'expression d'oncle inquiet s'installer sur son visage comme un masque qu'il aurait mis devant le miroir ce matin-là. Emma l'a regardé une fois, l'a noté et a détourné le regard. Elle s'est assise à côté de John à la table de droite, a croisé les mains devant elle et a fait face à l'avant. Howlett est entré et la pièce est devenue silencieuse. Ceci est une audience sur une requête de tutelle d'urgence, a dit Howlett sans préambule, en posant ses papiers. Déposé par John Robert Cooper au nom d'Emma Ruth Greenfield, âgée de 11 ans. L'intimé est Jackson Orville Greenfield, oncle maternel de la mineure. Il a regardé les 2 tables. Nous entendrons d'abord le requérant. John s'est levé. Il a exposé les faits, simplement et clairement. Comment Emma était arrivée, dans quel état elle était, ce qu'elle lui avait dit, ce que le docteur Greer avait trouvé, à quoi ressemblaient les 3 semaines depuis. Il a parlé pendant 12 minutes sans notes et sans fioriture. Et quand il s'est rassis, la pièce était très silencieuse. Hare a pris la parole ensuite. Il était lisse, précis et clairement cher. Il a construit l'argument qu'il avait dit à Atkins qu'il construirait. Que John Cooper avait profité d'une enfant confuse, que la relation était au mieux peu orthodoxe et au pire exploiteuse. Que Jack Greenfield avait été un tuteur dévoué qui avait donné un foyer à la fille après la mort de sa mère et ne pouvait être tenu responsable des difficultés naturelles liées à l'éducation d'une enfant difficile. Il a utilisé le mot « difficile » 4 fois. Emma a supporté tout cela sans bouger, sans réagir. John l'a observé du coin de l'œil et a pensé « Elle se prépare à ça depuis longtemps. Elle savait que cet argument allait arriver parce qu'elle l'avait déjà entendu dans d'autres pièces, de la bouche de l'homme dont il provenait. » Puis Howlett a dit « J'aimerais entendre la mineure. » Emma s'est levée. Elle s'est tenue à l'avant de cette pièce, dans sa robe bleue et ses nouvelles bottes, devant 40 personnes, un juge et l'homme qui lui avait brûlé le bras. Et elle a tout raconté. Le travail, l'alcool, la première fois qu'il l'avait frappé, l'emplacement prudent, la brûlure. Elle a décrit la nuit où elle est partie avec une clarté et une spécificité qui ne venaient pas de la répétition, mais du fait qu'elle avait vécu chaque minute et que sa mémoire n'avait pas la gentillesse de l'oubli. Elle a décrit Henry, ce que Jack avait dit de lui, ce à quoi elle avait pensé la nuit. Hare a objecté. Howlett l'a laissé finir. Quand elle a eu terminé, elle s'est rassise. La pièce avait ce silence particulier des gens qui sont très immobiles parce que l'immobilité est la seule façon de gérer ce qu'ils viennent d'entendre. Howlett a regardé Jack Greenfield. « Monsieur Greenfield, vous aurez l'occasion de répondre. » Jack s'est levé. Il était bon. John le lui accordait. Il était mesuré, chagriné et convaincant. Il a parlé de sa sœur, de son chagrin et de ses meilleurs efforts avec une enfant difficile. Et si vous ne saviez pas quoi chercher, vous l'auriez presque cru. Puis Howlett a dit « Monsieur Greenfield, êtes-vous actuellement l'exécuteur testamentaire de la succession de votre défunte sœur? » Le changement dans la pièce était subtil, mais John l'a senti.
Jack a fait une pause. Je le suis. Et cette succession comprend une parcelle de terrain au nom d'Emma Greenfield, détenue en fiducie jusqu'à sa majorité? Hare s'est levé. Votre honneur, l'affaire de la succession est une question juridique distincte. J'établis un mobile, a dit Howlett sèchement. Asseyez-vous, monsieur Hare. Il a de nouveau regardé Jack. Répondez à la question. Jack est resté silencieux une demi-seconde de trop. Il y a une propriété. Oui, a-t-il dit. Et votre rôle d'exécuteur ne se poursuit que tant que vous maintenez une relation de garde avec la mineure? Une autre demi-seconde. C'est ma compréhension des termes, oui. Howlett a pris une note. Donc, votre intérêt financier à maintenir la garde d'Emma Greenfield est matériel et documenté. La mâchoire de Jack s'est crispée, la première fissure dans le masque. Mon intérêt est le bien-être de ma nièce. J'en suis sûr, a dit Howlett sur un ton qui disait qu'il n'était sûr de rien de tel. Il a baissé les yeux sur ses papiers. Sheriff Atkins, vous avez un témoignage à offrir. Atkins s'est levé et l'a livré en 4 phrases claires. Le télégramme de Billings, la plainte antérieure, le garçon nommé Henry Doyle, la famille qui avait fait du bruit qui n'avait mené nulle part. Il a posé le télégramme plié sur le bureau de Howlett et s'est rassis. Hare était immédiatement sur ses pieds. Votre honneur, cette affaire date de 8 ans, non fondée, jamais formellement. J'ai lu votre requête, monsieur Hare, a dit Howlett. Je l'autorise. L'air s'est échappé de Hare comme d'un soufflet percé. Jack Greenfield est resté très immobile à sa table. Howlett a posé son stylo et a regardé la pièce par-dessus ses lunettes. J'en ai assez entendu pour rendre une décision préliminaire. La procédure d'adoption complète nécessitera une audience distincte, mais je peux statuer sur la tutelle d'urgence aujourd'hui. Il a regardé John, il a regardé Emma, il a regardé Jack. Dans l'affaire d'Emma Ruth Greenfield, a-t-il dit, la requête de tutelle d'urgence est accordée. John Robert Cooper est nommé tuteur légal de la mineure avec effet immédiat. Les droits de garde de M. Greenfield sont suspendus en attendant une audience complète, au cours de laquelle la question de la succession et de l'arrangement d'exécuteurs sera également examinée. Il a pris son stylo. Monsieur Greenfield, il vous est ordonné de ne pas approcher la mineure, de ne pas vous rendre à son lieu de résidence et de ne pas la contacter directement ou par des tiers en attendant cette audience. Toute violation de cette ordonnance sera traitée comme un outrage au tribunal. Il a signé le papier devant lui. La séance est levée. Le marteau est tombé. La salle a expiré. Emma est restée complètement immobile pendant un long moment. Puis elle s'est tournée et a regardé John. Son visage était celui de quelqu'un qui s'était préparé à un impact pendant si longtemps que lorsque l'impact ne vient pas, lorsque ce qui se passe à la place est quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant, le corps ne sait pas quoi en faire. Ses yeux se sont remplis. Elle a cligné des yeux avec force, ne les a pas laissés couler. John a posé sa main sur la table, paume vers le haut, ne la tendant pas vers elle, juste là. Elle a mis sa main dans la sienne. Derrière eux, de l'autre côté de la pièce, Jack Greenfield s'est levé lentement de sa table. Son avocat rangeait déjà sa sacoche. Le visage de Jack avait l'expression d'un homme qui avait recalculé et s'était trompé. Et autre chose en dessous. Quelque chose qui n'avait pas reculé, qui ne s'était pas rendu, quelque chose qui s'était simplement tu et attendait. Emma l'a senti. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle savait, comme elle l'avait toujours su, qu'un verdict n'était pas la même chose qu'une fin. Mais c'était quelque chose. C'était plus qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle a gardé sa main dans celle de John, a regardé la chaise vide du juge Howlett et a respiré. Le trajet de retour du palais de justice fut silencieux. Pas le genre de silence inconfortable, plutôt celui qui suit un grand événement, qui a tout réorganisé. Emma était assise droite sur sa selle, les mains posées sur les rênes et les yeux fixés devant elle. John chevauchait à ses côtés et laissait le silence faire ce que le silence fait quand les mots ne feraient qu'encombrer. C'est Madame Holt qui l'a techniquement rompu en criant depuis le trottoir alors qu'il passait. « Gardez la tête haute, ma chérie. » Et Emma s'est tournée, l'a regardé, et quelque chose a traversé son visage qui n'était pas tout à fait un sourire, mais la version authentique qui essayait de percer. « Merci, madame, a-t-elle répondu. John a observé la scène sans rien dire et a continué d'avancer. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand Emma a dit « Il n'a pas fini. » « Non, a convenu John.
Il va prendre un autre avocat, un meilleur, peut-être de quelque part de plus grand que Cheyenne, et il reviendra pour l'audience complète. Elle ne posait pas de questions. Elle pensait à voix haute, analysant le problème comme elle analysait tout, méthodiquement, sans panique, le retournant jusqu'à ce qu'elle en comprenne la forme. La succession représente trop d'argent pour qu'il abandonne. Apprentice a répondu par télégramme ce matin, a dit John, avant que nous n'entrions. Atkins me l'a dit dans le couloir. Elle s'est tournée pour le regarder. Le testament de ta mère est réel et il est enregistré, a-t-il dit. Les 40 acres et la maison sont à ton nom, détenus en fiducie. Et Apprentice a dit, il a fait une pause, s'assurant d'avoir les mots exacts, que l'arrangement d'exécuteur se dissout non seulement si les droits de garde sont transférés, mais si l'exécuteur est jugé avoir agi contre les intérêts de la mineure. Emma était très immobile. Contre ses intérêts, a-t-elle répété. Ce qui signifie que si un tribunal estime que Jack t'a fait du mal, ce que l'ordonnance de Howlett implique déjà essentiellement, Apprentice peut demander à le faire retirer complètement de son rôle d'exécuteur. La succession irait à un fiduciaire indépendant jusqu'à tes 18 ans. Elle a réfléchi à cela un moment. Donc, il ne me perd pas seulement moi, il perd aussi la terre. Tout est parti. Elle a regardé la route devant elle. Il va être furieux. Je m'y attends. Les hommes furieux font des choses stupides, a-t-elle dit. John l'a regardé de côté. Ah, en effet. Nous devons aussi être prêtes pour ça. Elle l'a dit comme si elle parlait de la réparation d'une clôture, comme si c'était juste une autre chose sur la liste à régler avant la fin de la semaine. Il a pensé, il y a 3 semaines, cet enfant dormait dans un fossé, et maintenant elle pense 3 coups en avance sur un homme qui a passé sa vie à magouiller. Nous serons prêts, a-t-il dit. La chose stupide s'est produite 2 jours plus tard. C'était un dimanche matin, calme et chaud. John était dans la cour en train de travailler sur la pompe à eau qui coinçait depuis une semaine. Emma était dans la maison en train de préparer le petit déjeuner. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut Duchesse qui se cabra dans son box en émettant le son aigu et anxieux qu'elle faisait quand quelque chose l'effrayait. John a posé sa clé. Il a entendu la porte arrière de la maison s'ouvrir, puis la voix d'Emma, vive et immédiate. John. Pas un cri, pas de panique, juste son nom, dit sur le ton qui signifiait tout de suite. Il a contourné la maison rapidement et s'est arrêté. Jack Greenfield était dans l'arrière-cour. Il était à pied, ce qui signifiait qu'il avait attaché son cheval quelque part sur la route et était entré par le champ arrière. Délibérément évitant la cour avant, délibérément évitant d'être vu de la route, il n'était pas ivre. C'était la première chose que John a vérifiée. Et la sobriété était en quelque sorte pire que l'alternative, car cela signifiait que chaque parcelle de ce qui allait se passer était choisie. Emma était sur le perron arrière. Elle s'était placée dans l'embrasure de la porte, ne reculant pas à l'intérieur, n'avançant pas. L'embrasure de la porte, tenant sa position et bloquant l'entrée en même temps. Jack s'était arrêté à environ 15 pieds du perron. Il avait les mains ouvertes le long du corps, jouant l'inoffensif, et il regardait Emma avec une expression que John n'avait pas encore vue chez lui. Pas le sourire, pas le masque, quelque chose de plus vieux et de plus laid que l'un ou l'autre. « Je veux juste parler », a dit Jack. « C'est tout, juste parler. »« Vous violez une ordonnance du tribunal », a dit Emma. Sa voix était posée, complètement posée. « C'est dimanche », a dit Jack. « Le juge est à l'église, personne ne regarde. »« Moi je regarde. »« Petite dame, oh, moi je regarde », a dit John. Jack s'est retourné. Il a regardé John comme il l'avait regardé dans la grange cette première nuit. Le regard calculateur. Le regard qui décidait si l'obstacle valait la peine d'être franchi ou contourné. « C'est une affaire de famille », a dit Jack. « Non », a dit John, « ce n'en est pas une. Emma est ma pupille légale. Il vous est ordonné de ne pas venir ici. Donc, ce que vous faites en ce moment, c'est un outrage au tribunal et une violation de propriété privée, et j'aimerais que vous fassiez demi-tour et que vous repartiez par où vous êtes venu. » La mâchoire de Jack a travaillé. Le calme joué s'effritait, et ce qui était en dessous était quelque chose qui s'était accumulé pendant des jours. L'audience, la décision, le télégramme d'Apprentice, la succession qui se dissolvait sous ses pieds comme un sol qui cède. « Tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi », a-t-il dit à Emma, pas à John. Comme si John n'était pas là. Tout ce que ta mère a laissé, tout ce que j'ai investi,
Des années de ma vie à te nourrir, à te loger. Et maintenant, un tribunal va tout donner à un fiduciaire qui ne connaît même pas la terre. Sa voix montait légèrement, juste assez. Ta mère aurait honte de ce que tu as fait. Emma est descendue du porche. Un pas. Juste un, mais cela l'a déplacée de l'embrasure de la porte vers la cour. Et c'était la chose la plus courageuse et la plus délibérée que John ait vue depuis longtemps, car elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle choisissait de l'affronter à découvert au lieu de le laisser la repousser dans la maison. Ma mère aurait honte de vous, a dit Emma. Elle vous a fait confiance, elle a mis ma terre entre vos mains parce que vous étiez son frère, et elle pensait que ça signifiait quelque chose. Ça ne signifiait rien pour vous. Sa voix ne tremblait pas. Vous avez pris sa confiance et vous l'avez utilisée. Vous m'avez fait du mal, vous m'avez fait peur de dormir la nuit. Et vous pensez que vous pouvez venir ici et prononcer son nom devant moi comme une arme. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Ne prononcez pas son nom devant moi. Le silence qui a suivi était complet. Jack la dévisagea et John vit quelque chose se produire sur le visage de l'homme qu'il n'avait pas prévu. Le calcul a disparu. Le masque, la chaleur, la performance étudiée, tout a disparu. Et ce qui restait, c'était juste un homme debout dans une cour qui avait perdu, qui le savait et qui n'était pas assez grand à l'intérieur pour le porter avec dignité. Tu le regretteras, a dit Jack, doucement s'adressant à Emma. John a bougé. Il s'est interposé entre eux en 3 pas, sans courir, sans drame, juste en se déplaçant avec la certitude délibérée d'un homme qui a décidé où il allait se tenir. Ça ressemble à une menace, a dit John, devant un témoin, sur ma propriété, 2 jours après une ordonnance du tribunal. Il a regardé Jack avec ses yeux gris et plats qui ne laissaient rien paraître. Je veux que vous quittiez cette terre dans les 2 prochaines minutes. Et ensuite, je veux que vous soyez hors de Drywater avant la tombée de la nuit. Parce que si vous êtes encore dans ce comté demain matin, j'irai voir Atkins et nous aurons une conversation d'un autre genre sur ce qui arrive aux hommes qui violent les ordonnances du tribunal et menacent les enfants. Jack l'a regardé, a regardé Emma derrière lui, a regardé les mathématiques de la situation et a constaté que cela ne tournait pas en sa faveur, peu importe comment il le calculait. Il s'est retourné et a retraversé la cour, a franchi le portail en direction de la route. Et il n'a pas regardé en arrière, et il n'a rien dit d'autre. Et le son de ses pas s'est estompé. Et puis, il n'y a eu que les poules, le vent et la plainte lointaine de Duchesse qui se calmaient dans son box. Emma a laissé échapper un souffle, lent, contrôlé, mais indubitablement un souffle de soulagement. « Ça va ?» a dit John sans se retourner. « Oui. » Une pause. Il va vraiment partir. Je pense que oui, les hommes comme lui, quand ça coûte plus cher que ce qu'ils sont prêts à payer, ils se trouvent en un endroit plus facile. Il s'est retourné. Tu es descendu du porche. Je sais. Tu n'étais pas obligé de le faire. Je le sais aussi. Elle a regardé là où Jack s'était tenu. Mais j'en avais besoin. Pour moi. Elle a levé les yeux vers John. J'ai eu peur de lui pendant 3 ans. J'avais besoin de me tenir dans la même cour que lui et de ne pas avoir peur. L'étais-tu? Elle y a réfléchi. Mes mains tremblaient, a-t-elle dit. Mais non, pas comme avant. Elle a regardé ses mains, puis de nouveau vers lui. C'est différent quand on sait que quelqu'un est derrière soi. Il l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit, « Va à l'intérieur et finis le petit déjeuner. Je vais aller voir Atkins maintenant. Tout de suite. Je veux que ce matin soit consigné avant le coucher du soleil. » Il a pris son chapeau sur le poteau de clôture. « Quoi qu'il arrive à l'audience complète, je veux qu'aujourd'hui soit dans le dossier. » Elle a hoché la tête, puis doucement. « John. » Il s'est retourné. « Merci, a-t-elle dit, d'être resté là. »« C'est là que je serai, a-t-il dit. À chaque fois, ça ne changera pas. » Atkins a déposé l'avis d'outrage avant midi. Le soir, la nouvelle est revenue par l'adjoint que Jack Greenfield avait réglé sa note à l'auberge de Drywater et était parti vers le nord. Pas d'adresse de suivi, pas de message laissé, juste parti. De la manière dont un homme part quand le sol s'est si complètement dérobé sous ses pieds que rester devient impossible. John l'a entendu et n'a pas ressenti de triomphe, exactement, mais le soulagement particulier d'un poids qui a été porté si longtemps qu'on a cessé de le remarquer, soudainement déposé.
Il est rentré chez lui et l'a dit à Emma au dîner. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Penses-tu qu'il reviendra pour l'audience complète? » « Je pense que Hare lui conseillera de ne pas le faire, » a dit John. Sans la garde, sans l'arrangement d'exécuteur, le coût du combat dépasse tout ce qu'il obtiendrait en gagnant. Et la démarche d'Apprentice pour le remplacer comme exécuteur, ça va aboutir quoi que Greenfield fasse. Il a déjà perdu la terre. Emma a regardé son assiette. Alors, c'est fini. La partie urgente est terminée, a-t-il dit. L'audience complète est toujours dans 6 semaines, mais c'est un combat différent maintenant. Elle a hoché la tête lentement. Et après l'audience complète, il l'a regardé de l'autre côté de la table. Ça dépend de ce que tu veux, a-t-il dit. La tutelle est déjà accordée. L'adoption est une étape distincte. C'est ton choix, Emma. Ce sera toujours ton choix. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Assez longtemps pour qu'il n'insiste pas. Il l'a juste laissé y réfléchir. Laissé la question respirer. « Comment s'appelait ta fille? » a-t-elle finalement dit. « Ta vraie fille? Tu l'as dit une fois, le premier matin? »« Clara, a-t-il dit. « Clara. » Elle l'a dit doucement, comme si elle essayait le son. Quel âge avait-elle? 9, quand elle est morte. Il a fait une pause. Elle avait tes yeux. Emma a levé les yeux vers lui. Pas la couleur exactement, a-t-il dit, mais pareil, la façon dont elle regardait les choses, comme si elle décidait de leur faire confiance ou non, comme si la confiance était quelque chose qui devait se mériter, pas se donner. Il a regardé la table. J'aurais aimé qu'elle soit plus facile, plus douce. Peut-être que je me trompais à ce sujet. Le regard attentif, c'est ce qui la gardait honnête. Emma était très immobile. Elle t'aurait aimé, a dit John, si tu veux savoir. Le silence qui a suivi n'était pas le silence de l'absence. C'était le silence de quelque chose qui se comblait. Les papiers d'adoption, a dit Emma. Pouvons-nous les faire avant l'audience complète? Il a levé les yeux. Je ne veux pas attendre, a-t-elle dit. J'ai attendu toute ma vie que quelque chose soit permanent. Je suis fatigué d'attendre. Elle a rencontré ses yeux. Je veux être Emma Cooper, si vous voulez de moi. John Cooper était assis à sa table de cuisine, son café refroidissant, et regardait cet enfant. 11 ans, les yeux gris, le dos droit, demandant la permanence de la même voix directe qu'elle avait utilisée pour lui demander un endroit sûr où dormir un matin chaud de juillet, 3 semaines auparavant. Et il a pensé aux 41 ans qu'il avait amené à cette table, à ce moment et à cette question particulière. Il a pensé à Margaret et Clara, à 3 ans d'une maison trop silencieuse. Il a pensé à une fille serrant des œufs contre sa poitrine dans l'obscurité d'une grange, le regardant sans ciller, sans supplier, sans rien d'autre que les yeux profondément fatigués de quelqu'un qui a été trop longtemps exposé aux intempéries et qui attend, n'espérant plus, juste attendant de voir quel genre d'homme était entré dans la grange. « Je veux de toi », a-t-il dit. Ça n'a jamais été en question. L'audience complète a eu lieu 6 semaines plus tard, un mardi qui commençait enfin à ressembler à la fin de l'été, se transformant en quelque chose de plus frais. Hare n'était pas là. Jack Greenfield n'était pas là. Un avis avait été déposé retirant la contestation de l'ordonnance d'urgence. Apprentice avait envoyé la documentation retirant Jack de son rôle d'exécuteur et l'arrangement de fiducie pour les 40 acres d'Emma était déjà en cours. Howlett a examiné la requête complète en 20 minutes. Il a posé 4 questions à Emma. Elle a répondu aux 4 sans hésitation et sans drame en phrases complètes, regardant le juge droit dans les yeux. Howlett a signé l'ordonnance d'adoption à 10h15 du matin. Il a d'abord tendu le papier à John. John l'a regardé un moment. Puis il l'a posé sur le banc entre lui et Emma sans un mot. Et Emma l'a pris à 2 mains et a lu chaque ligne 2 fois. Et la pièce qui avait de nouveau des gens, les Greer et les Henderson, et Madame Holt avec son beau chapeau, était très silencieuse. « Emma Ruth Cooper », a dit Howlett en fermant son registre. « À compter d'aujourd'hui. » Emma a posé le papier soigneusement sur le banc à côté d'elle. Elle a regardé John. Il l'a regardé en retour. Il n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire qui n'ait déjà été dit dans les semaines précédant cette pièce. Dans le travail, les repas, les télégrammes, le tribunal et le matin dans l'arrière-cour où elle était descendue du porche pour affronter ce qui arrivait. Elle a passé ses bras autour de lui. Cela l'a surpris.
Ce n'était pas un homme facile à surprendre, mais ça l'a fait. La soudaineté, la complétude, ses bras autour de lui, comme les bras d'un enfant vont autour de quelqu'un dont il est absolument sûr, sans demander, sans hésiter, sans la confiance prudente et mesurée qu'elle avait apportée à chaque interaction depuis la grange. Il a passé ses bras autour d'elle. La pièce est restée silencieuse. Madame Holt a fait un bruit qu'elle nierait plus tard. Quand Emma a lâché prise, elle a reculé, a lissé sa robe et a de nouveau regardé le papier dans ses mains avec des yeux brillants qui n'allaient pas couler, qui n'avaient pas coulé et ne couleraient pas. Parce que c'était le genre de personne qu'elle était. Emma Cooper, a-t-elle dit, l'essayant, décidant que ça lui allait. C'est ton nom, a dit John. Je sais. Elle a levé les yeux vers lui. Je l'aime bien. Ils ont planté le champ sud la semaine suivante. John avait l'intention de le faire depuis le printemps et ne s'y était pas mis. Et Emma s'est mise en tête que c'était de la semaine. Et donc, c'était de la semaine. Elle a travaillé à ses côtés du petit matin jusqu'à l'après-midi. Et le travail était simple et bon. Le genre de choses qui ancrent une personne à un lieu. La connaissance physique spécifique d'un lopin de terre, le poids du sol, la façon dont les rangées se dessinent quand deux personnes travaillent ensemble sans avoir à en parler. Elle était douée pour ça. Elle était douée pour tout ce qu'elle entreprenait. Et il avait cessé d'en être surpris. Ou peut-être qu'il avait juste cessé de le considérer comme remarquable et avait commencé à le considérer simplement comme ce qu'elle était. À un moment donné, elle s'est redressée, a étiré son dos et a regardé le champ, ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent. Puis elle a regardé la maison, la grange, la clôture et l'ensemble du ranch Cooper étendu sous le ciel de fin d'été. Je veux apprendre à monter à cheval correctement, a-t-elle dit. Pas seulement m'asseoir, vraiment monter. D'accord. Et je veux apprendre le registre, comment tu tiens les comptes. Je serais heureux de t'apprendre. Et elle a fait une pause. Je veux écrire à Monsieur Apprentice à propos de la terre de ma mère. Je veux comprendre ce que c'est exactement, ce que ça pourrait valoir un jour. Elle l'a regardé. Est-ce étrange de s'en soucier? Non, a-t-il dit. C'est à toi. Tu devrais le savoir. Elle a hoché la tête, satisfaite. Puis elle s'est remise à planter, descendant la rangée, les mains dans la terre et son chapeau incliné contre le soleil de l'après-midi. Et elle fredonnait quelque chose de bas et sans mélodie, juste un son pour le plaisir, comme le fait une personne qui est exactement là où elle est censée être. John l'a regardée un moment. Il a pensé au matin où elle l'avait regardé de derrière la botte de foin. Les œufs serrés contre sa poitrine, le bleu sur sa mâchoire, les yeux qui avaient cessé d'attendre la pitié et attendaient juste de voir quel genre d'homme était entré dans la grange. Il a pensé à ce que cela lui avait coûté de se lever dans la salle d'audience de Hurlette et de dire ce qui s'était passé sans s'y yier, sans laisser la performance soignée de Jack Greenfield ébranler la vérité. Il a pensé à Emma descendant de ce porche. Il a pris son plantoir et s'est remis au travail. Ce soir-là, elle a préparé le souper et il a mangé 2 assiettes pleines et le lui a dit. Ce qui l'a fait détourner le regard vers la fenêtre, comme elle le faisait quand quelque chose lui plaisait plus qu'elle ne voulait le montrer. Après qu'ils aient nettoyé, elle a apporté le registre de l'étagère sans qu'on le lui demande, l'a posé sur la table et a dit « Montre-moi comment tu fais les colonnes ». Il a tiré sa chaise à côté d'elle au lieu d'en face et il a tout parcouru lentement. Revenus, dépenses, le décompte du bétail, l'estimation de la récolte, ce que la plantation du champ sud ajouterait à l'automne. Elle a posé de bonnes questions, des questions pointues, le genre qui lui disait qu'elle avait déjà retourné la forme de tout ça dans son esprit avant de demander. Au bout d'1 heure, elle a dit, « Si nous ajoutons le rendement du champ sud à ce que le bétail rapporte à l'automne, nous pourrions nous permettre de réparer le toit de la grange avant l'hiver. » Il a regardé les chiffres. Elle avait raison. « On pourrait, a-t-il dit. « On devrait, a-t-elle dit, avant qu'il ne cède et ne coûte plus cher. » D'accord. Elle a hoché la tête, satisfaite, et l'a écrit dans la marge du registre de sa main soignée et délibérée. 3 granges priorité automne, et a fermé le livre. La lampe brûlait faiblement entre eux, et la nuit se rafraîchissait pour la première fois depuis des semaines. Un vrai frais, le genre qui entre par la fenêtre et sent quelque chose qui change, comme la fin d'une saison cédant la place au début de la suivante. John Dewey, a dit Emma, il l'a regardé.
Je pensais à quelque chose. Elle a croisé les mains sur le registre, le panneau à l'entrée, celui qui dit Ranch Cooper. Qu'est-ce qu'il a? Elle l'a regardé avec ses yeux gris, stables, certains et entièrement sans hésitation. Je pense qu'il devrait y avoir écrit Cooper et Phil, a-t-elle dit, si ça ne te dérange pas. John Cooper a regardé la file de l'autre côté de sa table de cuisine. Emma Cooper, sa file, de toutes les manières qui comptaient. Et maintenant, de toutes les manières que la loi permettait. Et il a senti quelque chose se poser dans sa poitrine qui était lâche et sans amour depuis 3 ans, trouvant enfin où il était censé reposer. C'est bien plus que d'accord, a-t-il dit. Et le matin, il a construit l'œil.